Pour commencer, rappelons la théorie sur les valeurs propres, les vecteurs propres et la diagonalisation. L'équation fondamentale est ici. Alors, en version application linéaire espace vectoriel ici, et en version matrice là. Et alors, ce sont deux équations particulièrement simples, qui sont extrêmement utiles parce qu'elles permettent de simplifier quelque chose de compliqué en quelque chose d'extrêmement simple. On a un multiple ici. Autrement dit, x, quand on le met dans f, il est transformé en son multiple. Grand X, quand on la multiplie par la gauche par la matrice A, est transformé en son multiple. Ce sont des équations qui ont énormément d'applications et qui permettent de simplifier plein de choses. Donc ça, c'est absolument à connaître. Alors, à remarquer qu'en jaune ici, on a ce qu'on appelle la valeur propre, et en x en vert ici, c'est ce qu'on appelle le vecteur propre, qui doit absolument être non nul, parce que en fait, cette équation est toujours vraie pour x égale 0, donc ça n'a aucun intérêt. Alors ça, ce sont les équations fondamentales, mais c'est intéressant de savoir les mettre sous une autre forme. Et donc par exemple, on peut tout faire passer sur la gauche pour obtenir ça, et on peut tout rassembler pour faire intervenir une application dont x appartient au noyau. Et ici, une matrice, et x, quand on multiplie à droite cette matrice par x, on obtient 0, donc ce qui revient un peu au noyau aussi. Alors à remarquer que les équations qu'on trouve dans le monde des espaces vectoriels avec les applications linéaires sont vraiment reflètent l'équation qu'on trouve avec les matrices et les coordonnées. Donc cette transformation est très très utile à connaître pour les problèmes et pour comprendre qu'une recherche de vecteurs propres, bah, finalement, c'est un petit peu comme une recherche de noyau, puisque ceci, ça veut dire que x est dans le noyau de l'application là. Et donc comme x est non nul, ça veut dire que ce noyau n'est pas réduit au singleton 0 et qu'en particulier l'application f moins lambda identité de E n'est pas injective. Donc ça c'est l'équation fondamentale qui concerne, qui définit ce qu'est une valeur propre et qui définit ce qu'est un vecteur propre, et c'est ce qu'on utilisera dans nos rédactions. Alors, ces équations-là présentent valeur propre et vecteur propre ensemble. Et on peut remarquer qu'il est possible de séparer la notion de valeur propre de celle de vecteur propre en remarquant que lambda va être une valeur propre de f si et seulement si le noyau n'est pas réduit au singleton 0, autrement dit si l'application n'est pas injective. En termes de matrice, ça revient à dire, là on est en dimension finie alors que là on n'est pas forcément en dimension finie, ça revient à dire que la matrice n'est pas inversible. Et les matrices pas inversibles, on peut aussi les caractériser par le fait qu'elles ont une relation de dépendance linéaire sur les colonnes, ça sera très précieux pour nous. Ou des relations de dépendance linéaire sur les lignes, ça le sera un peu moins. Dans beaucoup de sections, on utilise le fait que le déterminant de la matrice doit être nul, et dans les sections qui n'ont pas le déterminant à partir de la dimension 3, on utilise plutôt le rang. Ça revient à dire que le rang de la matrice est strictement inférieur à sa taille. Autrement dit, on a ici à droite des notions qui ne font intervenir que lambda la valeur propre et qui permettent de caractériser le fait d'être une valeur propre ou pas. Alors ça, c'est particulièrement utilisé par le dogme de la méthode classique de diagonalisation qui est inefficace. Nous, on utilisera plutôt ça. Ensuite, il reste à expliquer ce qu'est une application à une matrice diagonalisable. Pour être diagonalisable, il faut qu'on puisse trouver une base formée de vecteurs propres. Donc l'espace dans lequel on travaille, alors qui est un espace E de dimension finie pour f, ou alors les colonnes, l'espace des colonnes pour une matrice carrée, il faut que cet espace vectoriel admette une base formée de vecteurs propres. Alors ici x1, xn ce sont les vecteurs, on a grand x1, grand xn les matrices de coordonnées de ces vecteurs qui correspondent, et alors quand ces choses-là sont diagonalisables, il est possible d'écrire la matrice A comme le produit P, D, P-1, où D est une matrice diagonale, et donc c'est la matrice de F dans cette base B là qui est particulièrement agréable, qui met la matrice de F sous une forme diagonale, c'est génial. Et P, c'est tout simplement la matrice de la base dans la base canonique. Autrement dit, on a juste besoin de mettre les coordonnées des vecteurs, c'est-à-dire x1, x2, xn, grand x1, en colonne, en dessous des valeurs propres qui leur correspondent. Et donc, voilà essentiellement résumé sur ce tableau,
une grande partie, la presque totalité, il reste quelques notions, une grande partie de la théorie que nous allons utiliser pour arriver à nos fins en diagonalisant, ou alors pour montrer qu'une matrice n'est pas diagonalisable. Dans cette vidéo, nous allons présenter la méthode moderne de diagonalisation des matrices qui repose sur l'idée fondamentale suivante. On commence par choisir une valeur numérique pour lambda, qu'on reporte dans la matrice A moins lambda IN, et cette matrice carrée a donc n colonnes avec des nombres. Alors il est possible, si la valeur de lambda a été bien choisie, de trouver une relation de dépendance linéaire sur ces colonnes, si on a correctement deviné la valeur propre. Et le fait qu'on ait obtenu une relation de dépendance linéaire sur les colonnes donne trois bénéfices. Le premier bénéfice, c'est que ça prouve que lambda est une valeur propre de A puisque la matrice n'est pas inversible. Le deuxième bénéfice, c'est qu'on obtient que x1, xn, la colonne x1, xn, est vecteur propre de A pour le lambda qu'on a choisi. Tout simplement parce que cette colonne ici, elle est égale à A moins lambda in fois x1, xn. Et il y a un troisième bénéfice qui est complètement méconnu, ça m'a pris 15 ans pour le réaliser, c'est que une fois qu'on a trouvé une relation sur les colonnes comme ceci, ça nous débloque pour la suite, ça nous donne un renseignement extrêmement précieux. On peut s'inspirer de cette relation de dépendance linéaire pour fabriquer une opération élémentaire sur les colonnes. Donc par exemple, on n'a qu'à prendre ça, et on divise, on modifie la colonne i, et on divise par le nombre xi. Alors il faut avoir un xi non nul dans notre relation de dépendance linéaire. Et donc du coup, comme le coefficient de la colonne i sera égal à 1, ça sera effectivement une relation, une opération élémentaire sur les colonnes qui ne va modifier ni le déterminant ni le rang. Mais par contre, en pratique, ça va considérablement simplifier la résolution de ces deux équations-là, puisque chaque opération élémentaire qu'on fabrique de cette façon-là va permettre de diminuer la dimension de 1 dans la résolution de ces équations-là. Autrement dit, le fait de trouver des relations de dépendance linéaire sur les colonnes donne trois bénéfices. On trouve simultanément une valeur propre et un vecteur propre qui va avec. C'est un gros bénéfice parce que plutôt que de chercher les valeurs propres d'abord et ensuite les vecteurs propres en résolvant des systèmes, on fait d'une pierre deux coups. Mais on a aussi un troisième bénéfice qu'on va pouvoir exploiter pour les cas compliqués où ça arrive que les diagonalisations de matrices soient un petit peu difficiles avec des valeurs propres qui contiennent des racines ou des nombres complexes. Et ça sera utile dans le cas difficile de diagonalisation des matrices. Alors juste une remarque, on pourrait se dire mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose avec les lignes? Avec les lignes, on attrape quand même le bénéfice 1 et le bénéfice 3. C'est-à-dire que si on a une relation de dépendance linéaire sur les lignes, on remarque tout de suite que lambda est effectivement valeur propre, et l'opération sur les lignes va également simplifier la résolution de ces deux équations-là. Par contre, il n'y a pas de lien entre les lignes et les vecteurs propres, et donc on perdra le bénéfice numéro 2. Et donc cette idée fondamentale est ce qui va faire marcher et nous donner des calculs agréables et rapides dans toutes les techniques pour la suite. Alors il existe une manière simple, rapide, sûre et légère en calcul de rédiger une diagonalisation de matrice. Ça consiste à procéder de la manière suivante. On fait toute la partie recherche, analyse, calcul sur son brouillon. Et sur son brouillon, on finit par trouver le bon nombre de valeurs propres et le bon nombre de vecteurs propres qui vont avec. Ensuite, sur sa copie, l'objectif, c'est de faire une démonstration très très courte, très sûre, où on vérifie nos calculs. En fait, elle devrait tenir pour une matrice 3-3, elle tient en 4 lignes, une 4-4 en 5 lignes, une 6-6 en 7 lignes. En fait, il y a une ligne par couple de valeurs propres, vecteurs propres, et une ligne de conclusion. Donc c'est très très court. Pour une matrice 3-3, ça prend 4 lignes. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien, par exemple, si on prend cette matrice-là, alors pour l'instant, passons un peu sur la recherche au brouillon, qu'on expliquera plus tard dans la vidéo, mais en fait, on passe du temps un petit peu au brouillon, ça va vite, ça prend 3 minutes. Et on finit par trouver 3 valeurs propres sympas,
avec des relations sur les colonnes qu'il est possible de traduire en vecteurs propres qui devraient bien marcher. Vous voyez, une fois la colonne 1, une fois la colonne 2, 0 fois la colonne 3, ça donne celui-là. 0 fois la colonne 1, une fois la colonne 2, une fois la colonne 3, ça donne celui-là. Une fois la colonne 1, 0 fois la colonne 2, une fois la colonne 3, ça donne celui-là. Autrement dit, à partir d'une relation de dépendance linéaire sur les colonnes, on trouve facilement un suspect vecteur propre qui va. Et donc en gros, voilà, on a fait notre taf au brouillon et on a trouvé 3 valeurs propres et 3 vecteurs propres. Donc normalement, on a tout ce qu'il faut pour diagonaliser cette matrice-là, mais notre objectif maintenant, c'est de faire une démonstration nickel sur notre copie, mais très rapide, parce qu'on n'a pas que ça à faire. On veut faire d'autres questions en DS pour attraper des points. Donc on veut que ça soit rapide et sûr. Eh bien en fait, pour chaque couple de valeurs propres et de vecteurs propres, on affirme déjà que le vecteur propre qu'on a trouvé au brouillon est un vecteur propre de A pour la valeur propre qu'on a trouvé au brouillon, et on fait la vérification. Et la vérification, c'est juste ce petit calcul-là. On a juste besoin de faire A fois x1, et il faut trouver cette valeur-là fois x1 pour que ça marche. Alors, la matrice A étant écrite là, ce qui est important, c'est de ne pas blouser le correcteur. Il faut que le correcteur se rende compte qu'on fait effectivement les calculs. C'est important pour lui et pour vous. Parce que si vous blousez les calculs, que vous les faites pas réellement, que vous écrivez n'importe quoi là, vous faites pas réellement la vérification. Bon, en fait, il y a juste besoin de faire ça fois ça, donc ça fait 2 moins 1, bon, c'est là. Ensuite, sur la ligne là, ça fait 1 plus 0, c'est là. Et 2 moins 2, c'est des calculs extrêmement simples, c'est des additions d'entiers, on ne peut pas faire beaucoup plus simple que ça. Un petit coup de simplification, super méga facile, et après il faut juste se rendre compte que, oh, 1, 1, 0, c'est exactement 1 fois 1, 1, 0, j'ai trouvé. Voilà. Et donc cette étape-là, il faut la recommencer 3 fois parce que cette ligne-là justifie que vous avez bien trouvé un vecteur propre qui va bien avec cette valeur propre-là. Et donc il faut le faire pour les deux autres. Donc on peut mettre des bip parce que la phrase se répète, c'est un peu saoulant d'écrire 3 fois la même chose. En fait, la partie importante qu'il ne faut pas passer et ignorer, c'est celle-là, c'est la vérification. Et donc on a 3 phrases comme ça à écrire pour prouver rigoureusement qu'on a bien trouvé au brouillon nos valeurs propres et nos vecteurs propres. Et puis une fois que c'est fait, arrivé là, on a trouvé nos 3 valeurs propres, on a trouvé nos 3 vecteurs propres, on l'a démontré. Il ne nous reste plus qu'à conclure. Et donc on peut conclure que A est diagonalisable, et en plus que A est égal à P dP-1. Alors en fait, D, c'est la matrice diagonale que vous fabriquez avec vos valeurs propres. Alors vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez, on s'en fout un peu. Nous les matheux, on a tendance à les mettre dans l'ordre croissant, mais là pour pas perturber les gens, je les ai mis dans l'ordre où je les ai écrits ici. Et par contre, la matrice P qui va avec, il faut faire très attention. Les vecteurs de la matrice P doivent correspondre aux valeurs propres qui viennent au-dessus. Donc 1, 1, 0 doit aller avec la valeur propre 1, donc il doit être en dessous. Donc en fait, vous avez le droit de changer l'ordre des valeurs propres, mais faites bien attention à bien écrire les vecteurs propres correspondants en dessous de leurs valeurs propres. Et puis voilà, on a une démonstration qui tient en 4 lignes. Alors on pourrait la réduire encore un petit peu, parce que vous voyez, la partie là, elle est redondante. Là en fait, il n'y a pas de démonstration en fait ici, il y a juste une affirmation. On dit que ça c'est un vecteur propre de ça, ça pour ça. Mais en fait c'est contenu dans ce calcul. Là on voit bien que x1 est un vecteur propre de A pour la valeur propre 1. Et donc on pourrait se permettre de blouser la partie là, de ne pas l'écrire et d'écrire seulement ça, mais ça serait pas très sympa pour le correcteur qui est un être humain quand même, et qui a envie d'avoir un peu de phrases en français pour comprendre ce que vous racontez. Donc en fait, ce petit bout de phrase, elle lui explique en français ce que vous faites, et ici vous avez la justification mathématique, le calcul est fait là. Voilà, là vous démontrez que vous avez juste ici. Voilà. Donc voilà, la démonstration optimale pour une diagonalisation de matrice 3-3. Ça prend 4 lignes maximum. Comparativement à la méthode classique qui fait une espèce de résolution de déterminant ou de rang qui prend déjà au moins une page et qui est juste abominable, et les gens ils ont faux en général, suivi de 3 résolutions de système qui est encore plus abominable. Avec la méthode classique, les gens ils mettent 2 pages pour diagonaliser une matrice, puis en général ils ont faux. Voilà. Avec cette méthode là, on a juste, ils ont fait des tout petits calculs tout gentils, des sommes d'entiers, ça va. Il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser pour diagonaliser une matrice.
En France, on suit plutôt le dogme de la diagonalisation classique, qui consiste dans un premier temps à trouver toutes les valeurs propres possibles en résolvant soit l'équation déterminant de A moins lambda in égale 0 dans les sections où on a accès au déterminant des matrices NN, et dans les autres sections, on a toujours accès au rang, on va résoudre l'équation rang de A moins lambda in strictement inférieur à n. Alors ça c'est une méthode super bourrin, super calculatoire, où on se trompe 3 fois sur 4, les étudiants n'y arrivent pas, mais on persiste en France à faire diagonaliser les gens comme ça. D'abord, on leur fait trouver les valeurs propres en résolvant ça. Ensuite, une fois qu'on a trouvé les valeurs propres de la matrice, le dogme de la diagonalisation classique fait résoudre autant de systèmes NN qu'il y a de valeurs propres en résolvant cette équation A moins lambda in fois X pour trouver les vecteurs propres qui vont aller avec lambda. C'est une méthode très très inefficace, très bourrine, qui dégoûte les étudiants en fait, qui n'y arrivent pas trop bien. Alors il y a d'autres techniques pour diagonaliser les matrices, mais souvent ces techniques, quand elles sont connues, elles sont vues avec mépris et dédain, alors qu'en fait elles permettent de diagonaliser sans calcul, rapidement, avec une rédaction super agréable. On est sûr d'avoir juste et les calculs sont vérifiés. Alors il y a toutes sortes de techniques que j'ai arbitrairement classées et ventilées comme ceci, en mettant les plus importantes en premier. Dans cette technique-là, on va chercher des relations de dépendance linéaire entre les colonnes, en général entre une ou deux colonnes, très facile. Et ça va nous donner à la fois une valeur propre et un vecteur propre. On peut aussi utiliser les capacités supérieures de l'être humain à détecter de la structure, des formes et à avoir de l'intuition. On va voir en détail, ça vous fait peut-être frémir qu'on puisse vous demander de faire appel à votre intuition. L'intuition, ça se travaille. Donc les qualités humaines font qu'il est possible très 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 rapidement de diagonaliser une matrice si on s'en laisse une chance. Et donc c'est une technique qui permet à la fois de trouver valeur propre et vecteur propre. Il y a la trace. Si une matrice est diagonalisable, la somme de ses valeurs propres est égale à la trace de la matrice, ce qui permet de trouver une dernière valeur propre qui manquerait. On peut utiliser aussi que quand la somme des nombres sur une ligne est tout le temps égale, eh bien, il y a une technique qui permet d'en déduire la valeur propre et le vecteur propre qui va aller avec. Donc on fait d'une pierre deux coups. Ensuite, dans des cas très complexes, très compliqués, qui sont rares, on peut être amené à utiliser autre chose que ces techniques-là qui permettent de traiter 95% des cas en 5 minutes. Et donc dans les cas atroces, compliqués, horribles, on peut être amené à faire un petit peu comme la méthode de diagonalisation classique, et c'est-à-dire à regarder ces équations-là. Par exemple, pour une matrice 2,2, toutes les sections ont accès au déterminant des matrices de 2. On peut faire comme ceci. On a un polynôme du second degré à résoudre. Ça va, c'est gérable encore. Pour les matrices de plus grande taille, on a une technique spéciale à la méthode moderne qui permet de simplifier ce calcul-là. Et c'est beaucoup moins gore et horrible que par la diagonalisation classique. Et de la même façon, pour rechercher les vecteurs propres, eh bien, on pourrait résoudre ce système-là, et on le fait de temps en temps quand on n'arrive pas autrement. Mais on le fait de manière maligne en essayant de limiter les calculs au maximum, et on a des opportunités pour limiter ces calculs. On n'est pas obligé d'être bourrin. Par ailleurs, il y a d'autres techniques qui ne sont pas enseignées qui permettent d'éviter d'en arriver là. Et donc voilà essentiellement l'éventail des techniques qu'on va couvrir dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est extrêmement simple ce qu'on a là-bas, et ça va vous permettre de diagonaliser une matrice 6,6 en moins de 5 minutes. Une matrice 3,3 en moins de 3 minutes. Alors parmi toutes les techniques qu'on va exposer dans cette vidéo, il y en a une particulièrement plus géniale que les autres. C'est celle que j'appelle la confrontation de colonnes, celle qui consiste à trouver des relations de dépendance linéaire sur les colonnes. Mais on va voir comment.
Alors c'est bien connu qu'une diagonalisation, en général, on commence par considérer la matrice A moins lambda, la matrice identité, ici c'est I3, et ça consiste à mettre des moins lambda sur la diagonale principale. Alors pour gagner du temps, parce qu'on veut faire vite et bien, je vous suggère d'écrire directement sur le sujet de votre DS au crayon de papier, vous mettez des moins lambda sur la diagonale principale, comme ça vous évite déjà de recopier une matrice 3-3. C'est important de les mettre ces moins lambda dans la matrice, parce que nous autres êtres humains, on utilise nos yeux pour faire des mathématiques. Et il faut qu'on puisse voir pour avoir des idées. Alors maintenant, comment mettre en place cette technique? Eh ben, on va essayer de fabriquer une relation de dépendance linéaire sur les colonnes, mais en s'y prenant méthodiquement. On va d'abord essayer de faire une relation de dépendance linéaire avec une seule colonne, c'est-à-dire en rendant une colonne nulle. Bah, clairement, c'est pas possible de rendre la colonne là nulle, ni celle-là, ni celle-là. Et bah, puisque c'est pas possible de faire une relation de dépendance linéaire avec une colonne, on va essayer avec deux maintenant. Voilà pourquoi les colonnes vont se confronter. Il y a deux colonnes qui vont devoir du coup être multiples l'une de l'autre pour être liées. Et alors le secret, c'est que pour trouver la bonne valeur de lambda qui va faire que deux colonnes sont liées, il faut regarder les termes constants dans les deux colonnes qu'on considère. Par exemple, si on essaye de rendre liées ces deux colonnes, et bah, vu la tête des deux constantes là, notre seule possibilité, c'est de les rendre opposées. Et du coup, bah, ça nous indique quelle valeur de lambda on doit prendre. Si je veux les rendre opposés, il faut que j'ai 1 ici, puisqu'il y a moins 1 là, donc il faut que je prenne lambda égale 1. Oh, ça marche! Et donc voilà, on a déjà trouvé une valeur qui va marcher. Une fois qu'on a réussi à intuiter une valeur de lambda qui marche, donc là on vient de voir ces deux colonnes-là. On vient de rendre opposées ces deux colonnes-là. Alors c'est important toujours pour vos yeux de recopier la matrice, mais avec lambda qui a été remplacé par le nombre que vous avez choisi. Donc ici ça va nous donner 1, moins 1 et 0. Alors c'est important de l'avoir écrite comme ça, vous voyez, ça fait une différence déjà. Parce que à ce moment-là de la méthode, c'est important de calculer le rang de la matrice qu'on a obtenue. Bon bah clairement, avec la colonne là, on peut éliminer celle du milieu, et ensuite, on a une matrice de rang 2. Pourquoi le rang est important? Eh bah parce que la taille de la matrice, c'est-à-dire 3, moins le rang qu'on vient de trouver 2, ça nous donne le nombre de vecteurs propres qu'on peut trouver pour cette valeur propre-là, c'est-à-dire le nombre de relations sur les colonnes qu'on va pouvoir trouver. Alors, on en a déjà trouvé une, on a trouvé que C1 plus C2 vaut 0. Ce qui va nous donner en fait le vecteur propre 1, 1, 0. Mais le calcul du rang nous dit que, ah bah voilà, on ne peut pas en trouver d'autres, on en a trouvé une, il n'y en avait qu'une seule de possible. Or, pour diagonaliser une matrice 3, 3, il faut trouver 3 valeurs propres et 3 vecteurs propres qui vont aller avec. Et donc, il va falloir continuer, mais en tout cas, en ce qui concerne la valeur lambda égale 1, grâce à ce calcul de rang, on sait qu'on a terminé. Donc, bah, il faut recommencer un petit peu et chercher d'autres valeurs. Alors, on va essayer. On a essayé de confronter ces deux colonnes-là. Peut-être qu'on peut confronter la première et la troisième maintenant. Donc, je vais effacer ça. Je vais effacer ça. Alors, d'où l'intérêt d'écrire peut-être au brouillon les chiffres là à l'encre et les chiffres sur la diagonale principale au crayon de papier, parce que chaque fois que vous évitez de recopier une matrice, vous gagnez du temps. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, si on prend ces deux colonnes-là, ah oui, il faut regarder là où il y a des termes constants. Ah, on a 1 et moins 1. Ah bah on peut peut-être encore rendre les colonnes opposées. Qu'est-ce qu'il me faudrait comme nombre? Là j'ai 2. Ah bah il me faudrait 3. Ah, ça a l'air de marcher. Essayons de voir avec lambda égale 3. Alors lambda égale 3, je recopie dans ma matrice, ça fait moins 1, moins 3, moins 2. Et alors là, on voit tout de suite, bah oui, on s'est arrangé pour ça, que C1 plus C3 vaut 0. Donc on a trouvé une seconde valeur propre et un second vecteur propre qui va avec par cette technique-là. Alors à ce moment-là, dans la matrice, ça sert à rien de calculer le rang, parce qu'on va voir plus tard dans cette vidéo qu'avec la trace de la matrice initiale, on va trouver la dernière valeur propre qui nous manque, parce que la somme des valeurs propres d'une matrice diagonalisable est égale à la trace de la matrice initiale. La trace vaut 2 plus 0 plus 1, elle fait 3, donc on est sûr que la dernière valeur propre
va valoir moins 1. Bon, ceci dit, là c'est une vidéo sur la confrontation des colonnes. Remarquez qu'on a déjà confronté les deux là. On a confronté les deux là, on pourrait essayer de confronter les deux là. Ok, donc j'efface. Alors, est-ce que je pourrais rendre ces deux colonnes-là liées? Regardons les coefficients sans lambda. Ah, ils sont opposés. Bah, peut-être que je pourrais la rendre opposée. Avec quelle valeur? Oh, avec lambda égale moins 1. Bingo. Vous voyez, hein, on a retrouvé avec la confrontation des colonnes ce qu'on aurait pu trouver avec la trace. Et alors là, bien sûr, bah, on va trouver 3, 1, et avec moins 1, ça fait 2. Et on trouve donc notre dernier vecteur propre qui va être, qu'on va déduire de la relation C2 plus C3 égale 0. Ça va nous donner le vecteur propre 0, 1, 1, alors que celui-là va nous donner 1, 0, 1. Hein, une fois la colonne 1, 0 fois la colonne 2, une fois la colonne 3. Alors ensuite, bien sûr, une fois qu'on a trouvé les valeurs propres et les relations sur les colonnes qui donnent les vecteurs propres, il faut, parce que là on a travaillé au brouillon, il faut faire une belle rédaction sur sa copie. Normalement, ça prend 4 lignes et ça a été expliqué précédemment comment faire. Alors, bah voilà pour cette méthode. Donc, pour résumer, au crayon de papier sur son sujet, histoire de ne pas recopier une matrice, on met des moins lambda sur la diagonale principale. On utilise ses yeux. On essaye d'abord méthodiquement de voir si on peut rendre une colonne nulle. Si on n'y arrive pas, on essaye de rendre deux colonnes liées. Voilà. Alors à partir de 3, ça marche sacrément moins bien. C'est beaucoup plus compliqué à partir de 3, mais on arrive pas mal à débroussailler le terrain avec une colonne et deux colonnes. On verra pour 3 ce qu'on peut faire. Il y a d'autres techniques qui vont nous aider. Et surtout, on essaye une fois qu'on a trouvé la bonne valeur de lambda, on recopie la matrice, idéalement comme ça pour pas perdre de temps. On trouve nos relations entre les colonnes, on calcule le rang la première fois, enfin bref. Je vais le faire plein de fois, donc vous aurez l'occasion de le revoir. D'ailleurs, on va le mettre en application ici. Alors mon objectif, c'est de vous convaincre qu'on peut aller vite en diagonalisant. Donc si je devais diagonaliser cette matrice, on mettrait des moins lambda sur la diagonale principale. Ensuite, on confronterait les colonnes. Est-ce que je peux rendre une colonne nulle? Bah celle-là non, mais celle-là oui. Si je fais lambda égale 1, je vais déjà directement avoir la colonne 2 qui est nulle. Alors avec lambda égale 1, remarquez que ça va me donner la matrice 1, 1, moins 2. Vous voyez, ça prend plein de temps de recopier une matrice. Alors avec 1, ça fait 1, 1, moins 2. Oh, surprise! On a une deuxième relation sur les colonnes. Voilà pourquoi il faut l'écrire, la matrice. On se rend compte que, ah ouais, bonus, en plus, on a que C1 moins C3 vaut 0. Ok, bon bah on a déjà trouvé une valeur propre, deux vecteurs propres en un temps record, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors là, on ferait pas le calcul de rang, parce qu'avec la trace, on peut trouver la dernière. Ça sera expliqué plus tard. Hein. La trace étant égale à 2, je pense que la dernière va être égale à 0. Alors si on fait lambda égale 0, ça fait cette matrice-là. Donc là, on ne va pas utiliser la confrontation des colonnes, on a utilisé la technique de la trace qui sera utilisée plus loin. Mais la théorie nous dit qu'il y a une relation sur les colonnes ici qui doit intervenir. On va utiliser le pouvoir des zéros. En fait, voilà comment on peut utiliser la confrontation des colonnes pour arriver. On sait, d'après la théorie, qu'il y a une relation sur les colonnes. Mais clairement, c'est pas une relation qui porte sur une ligne, sur une colonne, pardon. C'est pas non plus une relation qui porte sur deux colonnes. Donc ça veut dire que notre relation, elle porte forcément sur trois colonnes. Oh, les trois colonnes sont forcées d'intervenir. Alors ici, on va utiliser ce que j'appelle la présence de 0 dans la matrice. Bah, si je prends la colonne 1 par exemple, à cause du 2 ici, qu'il va falloir que je fasse disparaître, il va falloir que je prenne moins 2 fois C3. Et si je fais ça, ça fait 2 moins 2, ça fait 0. Ça fait 1 moins 2, ça fait moins 1. Ah, du coup, il va falloir que je prenne une fois C2. Et là, vous pouvez vérifier que tout marche bien et on y arrive. On a trouvé que C1 plus C2 moins 2C3 vaut 0. Bam, on a nos trois valeurs propres, nos trois vecteurs propres, et donc on peut se lancer dans la rédaction sur notre copie. Ok, donc oui, plus la matrice est grosse,
plus ils sont obligés de nous donner une matrice simple, et donc sur celle-là on voit qu'il y a une espèce de structure un peu particulière avec un bloc de 2, un bloc de -2 et ainsi de suite. Enfin bref, essayons voir de faire notre confrontation des colonnes pour voir si on est capable de trouver vite fait des valeurs propres. Eh bien, si on regarde les deux colonnes là, enfin clairement on ne peut pas rendre une colonne nulle, mais si on regarde les deux colonnes là, on peut peut-être les rendre égales. Et il suffit de prendre lambda égale 3 pour les rendre égales. Alors, ça va un peu me saouler de la recopier, mais je vais devoir le faire. On a cette matrice-là. Donc avec 3, on a -2, 4. Et là, on a 4 et -2. Alors, on a seulement trouvé une valeur propre. Alors, il est conseillé de calculer le rang de cette matrice ici pour savoir si on en a terminé avec lambda égale 3. Et d'ailleurs, j'ai oublié de noter que on avait trouvé que C1 moins C2 valait 0. Alors, comment on fait pour calculer le rang? Eh bien, clairement, avec cette colonne-là, on peut éliminer celle-là. Donc, le rang va être égal au rang de cette matrice-là. Et après, on peut remarquer que, ah bah tiens, si je fais la somme des deux là, je trouve celle-là. Autrement dit, on trouve que le rang est de 2, hein, puisque si je fais la somme des deux là, j'élimine celle-là, et après on voit que il nous reste une matrice de rang 2. Donc on a une matrice de rang 2, la taille de la matrice fait 4 moins le rang qui fait 2. On était censé trouver deux relations dans cette matrice-là, et on voit effectivement que si je fais C2 moins C3 moins C4, je trouve 0. Hein, celle-là est égale à la somme des deux là. Ok, et donc là on en a fini avec lambda égale 3. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire pour trouver d'autres valeurs propres? Alors, je vais essayer d'être malin, je vais juste effacer la diagonale. Est-ce que je pourrais confronter d'autres colonnes? Celle-là pas trop, hein, 2, 4 et... 2, 4 et -2, -4, c'est pas top, mais regardez, les deux là, on peut les confronter, clairement. Il y a -2, -2, peut-être qu'on peut les rendre égales. Avec quel nombre? Avec -3. Si je mets -3, on va trouver 2, 2, 4, 4. On se retrouve un peu dans la même situation que précédemment. Ouais, plus les matrices sont grosses, plus elles ont une structure qui nous aide. La preuve par ça. Et donc, clairement, on voit que C3 moins C4 vaut 0. Ok. Alors, à ce moment-là, ça sert à rien de calculer le rang. Il nous manque qu'une seule valeur propre. On la trouve avec la trace en général. Remarquez que la trace vaut -1 plus -1, ça fait -2, plus 1 plus 1, ça fait 0 au final. On a trouvé 3, 3, -3. La dernière valeur propre est forcément -3. Oh, si c'est -3, ça veut dire qu'il reste encore une relation à trouver ici. Ouais, on pourrait éliminer la colonne là, par exemple, qui est la même que celle-là. Et, oh, c'est la même chose que précédemment. Si je fais ça plus ça, je trouve ça. Et ouais. Et donc, si je fais C1 plus C2 moins C3, on trouve 0. Et donc, on a terminé la diagonalisation de cette matrice 4, 4, j'imagine, en un temps record et en faisant le minimum de calcul. Comment? On a trouvé les deux valeurs propres par la confrontation des colonnes, et on a trouvé les autres relations en calculant le rang pour savoir si on avait fini, si on avait trouvé le bon nombre de relations. Bon, après on a utilisé d'autres techniques pour trouver le vecteur propre, mais en tout cas on a quand même principalement utilisé la confrontation des colonnes. Mine de rien, l'être humain est muni d'un certain nombre de pouvoirs. Par exemple, avec ses yeux et son cerveau, il a une capacité assez extraordinaire à trouver de la structure dans des images, contrairement à un ordinateur. On peut utiliser ça pour mieux diagonaliser les matrices. Surtout si on associe cette capacité à voir de la structure à certaines propriétés du cours qui s'y prêtent. Par exemple, si on reconnaît une matrice triangulaire supérieure, on a une propriété qui nous dit que les valeurs propres de cette matrice triangulaire supérieure se verront sur sa diagonale principale. Donc cette matrice-là va accepter 1, 4 et 6 comme valeurs propres. Bing, on a trouvé 3 valeurs propres en un temps record.
On a une autre propriété du cours qui nous vient du chapitre sur les produits scalaires qui nous dit qu'une matrice symétrique réelle est diagonalisable dans une base orthonormée. Et bien ici par exemple avec nos yeux on voit que c'est une matrice qui est symétrique par rapport à la diagonale principale et elle contient des nombres réels. Donc elle est diagonalisable celle-là. Et donc voilà un certain nombre de propriétés qu'on arrive à montrer en quelques secondes grâce à notre capacité à avoir de la structure dans les matrices par exemple. Alors j'ai pas fait l'éventail complet de tout ce qu'il est possible de faire en utilisant la structure, c'est très vaste et en fait on collectionne ça avec l'expérience et la pratique, mais on peut encore voir quelques autres applications, histoire de fixer un peu les idées sur comment cette structure intervient. Donc par exemple dans cette matrice là on voit un peu qu'elle a une structure un peu par bloc. On se dit peut-être que pour diagonaliser cette matrice 4-4 il suffirait en fait de on peut peut-être déjà regarder ce qui se passe dans les petits blocs diagonaux, ce qui revient à diagonaliser des matrices de 2, notamment pour la recherche du lambda. Et donc pour diagonaliser cette matrice de 2 là, on pourrait se dire, tiens, si j'ajoute 1 sur la diagonale principale, autrement dit, si je prends lambda égale moins 1, je vais avoir 2, 2, 4, 4, ça se présente bien. Ensuite, la trace fait 4, et donc la deuxième valeur propre, ça a l'air d'être lambda égale 5. Et si je prends lambda égale 5, j'ai moins 4, 4, 2, moins 2. Oui, ça se présente bien aussi. À remarquer que de ce côté-là, on a aussi envie d'ajouter 1 sur la diagonale principale, donc certainement que lambda égale moins 1 va encore marcher aussi dans ce bloc-là. Et la trace faisant 20 pour cette petite matrice de 2, la deuxième valeur propre, ça doit être 21. Et donc si on fait moins 21, on obtient moins 12, 12, 10, moins 10. Donc ça a l'air de marcher. Ce qui fait que en observant la structure de cette matrice, et en réalisant que peut-être on peut se ramener à diagonaliser deux petites matrices de 2, et en utilisant cette structure, on arrive plus rapidement à diagonaliser cette matrice 4-4. Donc la structure nous a aidé. Enfin, sur cette dernière matrice-là, on nous demande de trouver une relation sur les colonnes pour lambda égale 0. Waouh! Alors, bon, il y a diverses techniques, mais on va utiliser la structure ici pour y arriver. On pourrait se dire, ma relation, elle comporte pas une seule colonne. Hein. Elle comporte pas deux colonnes non plus. Enfin bref, on est un peu à court d'idées de cours de méthodes simples et méthodiques pour trouver une relation sur les colonnes. Et donc la structure va venir à notre aide. On pourrait se dire par exemple, tiens, c'est marrant, mais 3, c'est 1 plus 1 plus 1. Peut-être que je pourrais utiliser ça. Il y a partout des 3 et des 1 dans la matrice. Je pourrais peut-être faire un petit coup de 3 plus 1 plus 1 plus 1. Alors du coup, et si je faisais C1 moins C2 moins C3 moins C4 pour exploiter ça? Là, ça ferait 1 moins 3 plus 1 plus 1. Ah, ça fait 0. Là, ça ferait 1 plus 1 moins 3 plus 1. Ah, ça fait 0. Ça fait 1 plus 1 plus 1 moins 3. Ah, ça fait 0. Et là aussi, bingo, on a trouvé. En s'inspirant de la structure et du fait que 3 c'est 1 plus 1 plus 1, vite fait, on a fabriqué une relation qui marche sur la matrice à cause de la structure. Donc la structure permet parfois de diagonaliser plus rapidement. Un autre pouvoir humain très intéressant qui est en mathématiques, c'est l'intuition. Alors l'intuition, c'est cette petite voix qui vous suggère des idées ou de faire des choses dans votre tête, sous la douche ou au petit déjeuner ou en regardant des choses. Ça va souvent de concert avec la vue. Vos yeux voient une matrice et la petite voix vous suggère une idée. Alors ça a l'air magique, mais il ne faut pas négliger ça parce que ça peut vous permettre de gagner 20 minutes. Vous savez, c'est un bon plan souvent de suivre sa première idée. Parce que souvent elle marche, c'est parce que c'est l'intuition qui vous la suggère. Alors l'intuition c'est quoi? C'est tout simplement la partie inconsciente de votre cerveau qui a accumulé les expériences au cours de votre vie et qui a fait des calculs dans son coin et qui vous propose une idée qui a l'air sympa. Donc ça serait dommage de ne pas écouter cette idée-là. Voilà. Et ensuite l'intuition ça se travaille, ça se développe. Alors, si vous êtes un bourrin qui ne réfléchissait pas et qui appliquait bêtement les méthodes et les formules, vous n'aurez pas d'intuition.
Si vous prenez l'habitude de réfléchir, d'essayer de comprendre, de voir comment ça marche, et ben à force de faire ce travail, votre intuition va se développer. L'intuition se développe avec la réflexion et pas avec l'utilisation automatique de la mémoire. En tout cas, en ce qui concerne ces deux matrices-là, ok, elle a une certaine structure, celle-là, et donc je sais pas pour vous, mais moi j'ai envie d'ajouter 2 sur la diagonale principale, comme ça j'aurai que des 3 partout. Alors ajouter 2 sur la diagonale principale, ça revient à prendre un lambda égale moins 2, et ça va me donner C1 moins C2 égale 0, et C1 moins C3 égale 0. J'ai trouvé 2 vecteurs propres grâce à l'intuition. J'ai fait les 2 tiers de mon exercice. Alors maintenant on a une grosse matrice ici, mais plus elles sont grosses, plus elles ont une certaine structure qui aide à les diagonaliser. Bon, alors ça ressemble un petit peu, il y a des 1, il y a des moins 1, il y a des 1 sur la diagonale principale. Bon, moi j'ai envie de soustraire 2, parce que si je soustrais 2, j'aurai les mêmes 3 colonnes là. Et donc si on soustrait 2, ça revient à prendre lambda égale 2, et on va trouver 3 vecteurs propres, puisqu'on va avoir moins 1, 1, 1, 1 qui est l'opposé de 1, moins 1, moins 1, moins 1. Donc on aura C1 plus C2 égale 0. Et ensuite les 3 colonnes là vont être identiques, c'est-à-dire l'opposé de C1. Donc on aura aussi C1 moins C3 égale 0. C1 moins C4 égale 0. Et donc l'intuition nous aura aidé à faire les 3 quarts de l'exercice. Et avec la trace, on pourra trouver la dernière valeur propre qui nous manque, et ainsi de suite, et on pourra le terminer vite fait. Alors ici, j'ai essentiellement utilisé une technique sur la diagonale principale, parce que il y a d'autres exemples où on utilise l'intuition, mais ils ne me sont pas revenus pour donner des exercices intéressants. Mais il y en a, donc si vous ouvrez les yeux, vous en trouverez. Donc laissez une petite place à l'intuition dans votre vie de mathématicien. Alors, le dernier pouvoir humain qui est utile à la diagonalisation, c'est la ruse. Parce qu'on peut utiliser la ruse quand on fait une épreuve de mathématiques. Prenons par exemple le cas particulier de cette épreuve ECRICOM 2009, où on nous donne une matrice 4, 4. Oh là là, elle est compliquée la matrice 4, 4, elle a plein de zéros tout partout, et ainsi de suite. Bah oui, les gens ne savent pas diagonaliser en France, donc pour diagonaliser une matrice 4, 4, il faut vraiment que ça soit super facile, sinon ils n'y arriveront pas. Et donc si vous lisez ce sujet, vous allez voir des indices. En fait, clairement, dans ce sujet, ils veulent diagonaliser. C'est le but de la question 5. Et donc, les questions d'avant, ils vont essayer d'y arriver en trouvant des valeurs propres et des vecteurs propres. Et alors, que voit-on à la question 4? Calculer t de x1 et t de x2. Je suis prêt à parier que si je fais t de x1, je vais trouver que x1 est un vecteur propre de t. Si je fais t de x2, x2 va être un vecteur propre de t. Donc sans même avoir fait le calcul, rien qu'en lisant le sujet, je devine que je vais déjà avoir 2 vecteurs propres là. Ensuite, voyons voir. À la question 2, il nous faut montrer que t au cube est égal à 4t. C'est ce qu'on appelle une relation polynomiale vérifiée par la matrice, ou un polynôme annulateur de matrice. Et en fait, les valeurs propres sont censées être racines de ce polynôme-là, donc de x3 moins 4x, dont les racines sont, il y a 0 et il y a 4. Alors, quand on regarde la tête de la matrice, on se dit, oui, forcément, il y a 0. Je vois tout de suite que dans la matrice T, j'ai C2 plus C3 qui fait 0, et j'ai C1 plus C4 qui vaut 0. Donc ouais, 0 est valeur propre, et j'ai déjà 2 vecteurs propres. Et vous savez quoi? Je parie que 4 est valeur propre de la matrice T, et que les vecteurs propres qu'on va trouver, c'est x1 et x2. Et donc, à la lecture d'un sujet, mais il faut pas se contenter de lire la première question, d'essayer de faire la première question, puis je lis la deuxième question et j'essaie de faire la deuxième question. Non, non, non. Quand on vous donne un sujet de maths, il faut le lire en totalité, lentement, pour comprendre là où on veut aller. Comme ça vous donne une possibilité d'utiliser la ruse et de comprendre à l'avance ce qu'on va vous faire et de trouver des réponses aux questions qu'on va vous poser.
Parce que parfois la réponse qu'on se pose à la question 1, elle est suggérée par ce qui est raconté à la question 3 ou 4. Donc il faut lire tout le sujet. Et donc la ruse, c'est quelque chose qui s'entraîne aussi. En général, que ça soit en exercice ou en épreuve de concours, et la manière dont sont exprimées les questions donne des indications sur comment procéder. Alors pour le fun, on va juste vérifier en faisant le calcul que t de x1, et je suis prêt à parier que ça fait 4 fois x1. Allons-y. Alors voyons voir t de x1. Alors ça fait donc, il faut que je fasse la première colonne. En fait, ça va me faire la colonne 1 moins la colonne 2, plus la colonne 3 moins la colonne 4, si je fais ça. Hein, puisqu'en fait, on fait la matrice A fois 1, moins 1, 1, moins 1. Ça revient à faire une fois la colonne 1, moins une fois la colonne 2, plus une fois la colonne 3, moins une fois la colonne 4. Ce qui fait que, vu la tête de leur matrice, si je fais C1 moins C2, ça me donne 1 moins 1. Ensuite, C1 moins C2, ça fait 1 moins 1. Donc là, je viens de faire C1 moins C2. Ajoutons C3 moins C4. Et alors là, je vais trouver 1 moins 1. Alors, moins C4, je vais trouver 1. Et alors, 1 moins 1. Donc ça nous donne 2 moins 2, 2 moins 2. Et je me suis trompé, c'est pas 4, le vecteur propre c'est 2. Alors, parce que j'ai fait ça de tête tout à l'heure, et j'ai pas été malin. Le polynôme annulateur dont il était question, c'est x3 moins 4x égale 0. Et donc, en fait, ça fait x facteur de x2 moins 4 égale 0. Et donc, les valeurs propres ont l'air d'être 2 et moins 2 plutôt. Donc t de x1 est clairement un vecteur propre pour 2. Et si on fait t de x2, ça fait a fois cette matrice-là. Donc ça va faire la première colonne de A, plus la deuxième colonne de A, moins la troisième colonne de A, moins la quatrième colonne de A. Alors je vais déjà faire les deux premières. Si je fais les deux premières, j'ai un moins 1, 1, 1. Et donc ça c'est C1 plus C2. Maintenant si je fais moins C3 moins C4, je vais obtenir moins 1, moins 1, moins 1, 1, 1. Et là j'obtiens moins 2, 2, 2. Et oh surprise, c'est exactement moins 2 fois x2. Bon, je me suis un peu trompé parce que j'ai fait ça de tête et quand on fait les calculs, ça marche mieux. Notez que sur sa copie, on fait juste ça du coup. On fait ce calcul-là, on trouve ça et bing, on a trouvé un vecteur propre et une valeur propre. Pareil pour t de x1. Autrement dit, dans cette épreuve 2009 Écricom, où ils essayent de diagonaliser une matrice 4-4, ils font pas ça avec le dogme de la méthode classique. Ils empruntent à la méthode moderne de diagonalisation ces idées pour diagonaliser cette matrice 4-4 sans souffrir. Mais en tout cas, donc, en lisant correctement le sujet, on peut anticiper des valeurs propres, des vecteurs propres, et donc ensuite on n'a plus qu'à les vérifier sur sa copie. Alors dans cette épreuve-là, le découpage de l'épreuve faisait que l'étudiant était gentiment guidé vers la diagonalisation par la méthode moderne, puisqu'il ne la connaît pas. Mais dans d'autres occasions, en utilisant la ruse, on peut gagner du temps, on peut rédiger de façon astucieuse, de manière à traiter plusieurs questions en une fois. Donc la ruse est un gros facteur de gain de points en devoir de mathématiques. Et donc pour progresser, pour aller plus vite, c'est bien d'utiliser la ruse. Une propriété qui va nous être particulièrement utile pour diagonaliser nous vient de la trace. La trace, c'est-à-dire la somme des coefficients sur la diagonale principale d'une matrice, est égale à la somme des valeurs propres de cette matrice lorsqu'elle est diagonalisable. Et alors ça, c'est une propriété géniale parce que souvent, quand on diagonalise, on trouve des valeurs propres, mais il nous en manque une dans 95% des cas.
Et dans ce cas, on utilise la trace et on devine la dernière qui nous manque. Alors, regardons comment ça se danse. Si on prend la première matrice, oh là là, elle n'est pas très compliquée, celle-là, elle est très standard, elle a une certaine structure. L'intuition nous dit, oh bah j'ajouterai bien 1 sur la diagonale principale, comme ça j'aurai des 1 tout partout. Alors, ajouter 1, ça revient à moins 1, faut pas se tromper. Et donc, si on a des 1 tout partout, ça veut dire qu'on a C1 moins C2 qui vaut 0, et C1 moins C3 qui vaut 0. On a déjà deux vecteurs propres associés à la valeur propre moins 1. Mais il nous en manque une. Oh mince, comment on va faire? Eh bien, on va faire la somme des coefficients diagonaux, et donc la trace de cette matrice A, elle est égale à 0 plus 0 plus 0, c'est-à-dire 0, mais elle est aussi égale à la somme des valeurs propres qu'on recherche. Et donc on a obtenu moins 1 une fois, moins 1 une seconde fois, et donc la dernière valeur propre qui nous manque, c'est forcément 2. Alors si c'est 2, ça veut dire qu'on retranche 2 sur la diagonale principale, et donc effaçons les 0. On va mettre moins 2 à la place. Alors maintenant, il faut qu'on trouve une relation de dépendance linéaire sur les colonnes pour trouver un vecteur propre qui va aller avec notre joli lambda égale 2. Bah, si je fais la somme des colonnes, C1 plus C2 plus C3, on trouve 0. Bingo! On a trouvé parce que la trace nous a donné la dernière valeur propre qui nous manquait. Alors sur cette matrice qui est un peu plus bizarre, alors essayons. Donc je vais essayer de la diagonaliser, je vais déjà mettre des moins lambda sur la diagonale principale. Après, oh bah tiens, je peux peut-être confronter les deux colonnes là. Si je prends lambda égale 3, ça a l'air de marcher. Alors je vais réécrire la matrice avec lambda égale 3, ça fait 1, 2, 1, 1, 2, 1, et là ça fait moins 1, moins 2, moins 1. Ouah, cool, regardez. Pour lambda égale 3, on a trouvé que C1 moins C2 vaut 0, mais on a aussi trouvé que C1 plus C3 vaut 0. Encore une fois, on a trouvé deux valeurs propres, et il nous manque la dernière. Oh mince alors. Et donc on n'a qu'à faire la trace de la matrice B initiale. La trace de B, alors c'est sans les lambda, hein. Et donc ça fait 4 plus 5 plus 2, tout ça, ça fait 11, et ça doit être égal aux valeurs propres qu'on est censé trouver. Donc on a trouvé 3 une fois, 3 deux fois, et donc la dernière valeur propre, c'est forcément 5. Alors si on met 5 là-dedans, qu'est-ce que ça nous donne? Alors je vais effacer les nombres sur la diagonale, et ça me fait un moins 1 ici, un 0 là, un moins 3 ici. Alors la théorie me dit que il y a forcément une relation de dépendance linéaire sur les colonnes là, la trace me l'affirme, si ma matrice est diagonalisable. Par contre, ouais, c'est un peu compliqué. J'ai pas de colonne nulle, mince. Si je confronte les deux colonnes là, ça marche pas. Les deux colonnes là, ça marche pas. Les deux colonnes là, ça marche pas. Oh là là. Ça veut donc dire que il y a forcément une relation qui utilise 3 colonnes. Alors, je vais utiliser une propriété qu'on va voir après pour la trouver. Hein. La présence d'un 0 dans la matrice. Puisqu'on a les 3 colonnes, pourquoi je prendrais pas celle-là une première fois? Ça me fait prendre un moins 2 ici. Donc du coup, il faut bien que je prenne C1 pour détruire le moins 2 que j'ai. Ça me fait 2 moins 2 égale 0. Sauf que là, ça me fait 1 moins 3, ça fait moins 2. Du coup, il faut que je fasse un plus 2, peut-être en faisant plus 2 C2. Alors voyons voir, là, 1 plus 2 moins 3, ça marche. 2 plus 0 moins 2, ça marche. Moins 1 plus 2, ça fait 1. Moins 1, ça marche. Ok, on a trouvé la dernière relation sur la colonne. Bon, on a utilisé deux techniques. Ok. N'empêche, la trace nous a donné la dernière valeur propre qui nous manquait, qui était 5. Et ensuite, effectivement, on a utilisé la présence d'un 0 pour trouver facilement le vecteur propre qui allait avec. Et on verra cette technique un peu plus en détail, un peu plus loin. Alors maintenant, une technique toute simple, mais qui nous sauvera en de nombreuses occasions. Elle donne à la fois un vecteur propre et une valeur propre de la matrice. En fait, étant donné une matrice, ça consiste à regarder si quand on fait la somme des nombres sur une ligne, on obtient tout le temps le même nombre sur chaque ligne. Si c'est le cas, le nombre qu'on obtient est une valeur propre, et le vecteur propre qui va aller avec, ça va être celui qui va être associé à la somme des colonnes nulles, c'est-à-dire le vecteur 1, 1, 1, 1, 1, 1. Voilà. Alors par exemple sur ces matrices-là, vous voyez que si je fais la somme sur cette ligne-là, je trouve 6. La somme sur cette ligne-là, je trouve 6. La somme sur cette ligne-là, je trouve 6. Ouais,
Ça vient du fait que la matrice a une structure très particulière, il y a des permutations, et donc on trouve 6 à chaque fois. Et bah du coup, lambda égale 6 doit être vecteur propre pour le doit être valeur propre pour le vecteur propre qu'on trouve en faisant C1 plus C2 plus C3 égale 0, c'est-à-dire le vecteur 1, 1, 1, 1. On n'a qu'à vérifier. Si je fais 1, 1, 1 fois ça, et ben je vais trouver 1 plus 2 plus 3, ça fait 6, 2 plus 3 plus 1, ça fait 6, 3 plus 1 plus 2, ça fait 6, 6, 6, 6, ça fait donc bien 6 fois 1, 1, 1. Donc ça marche. Maintenant, les techniques qu'on voit dans cette vidéo marchent aussi pour les matrices qui sont blindées de nombres ou les matrices NN, faut pas croire, hein, c'est général ce qu'on voit. Et donc bah ici, il y a encore une fois une structure très particulière de cette matrice. Bah ouais, elle est blindée de nombres, c'est une 4-4, mais du coup, elle est simple, parce que sinon on n'y arriverait pas. Et quand je fais la somme ici, bah je trouve 2A plus 2B. Quand je fais la somme ici, bah je trouve le même nombre, le même nombre, le même nombre, forcément. Et donc du coup, et bah je me dis que lambda égale 2A plus 2B doit être valeur propre pour le vecteur propre. Et donc, bah, essayons. Si je multiplie cette matrice par 1, 1, 1, 1, et bah, on trouve effectivement A plus B plus A plus B, et bah, on va trouver 2A plus 2B. B plus A plus B plus A, bah, ça fait la même chose, la même chose, la même chose. Et donc, on trouve effectivement bien 2A plus 2B fois le vecteur 1, 1, 1, 1. Et donc, bah, on a trouvé gratos une valeur propre et un vecteur propre qui va avec cette matrice 4, 4, qui est quand même un peu super méga compliqué, c'est pas rien. À noter que, vu que les deux colonnes là sont égales, on a un vecteur propre pour la valeur propre 0. Les deux colonnes là sont égales, on en a un aussi. Et donc on a déjà deux valeurs propres qui sont 0, 0, une troisième qui est 2A plus 2B, bon, à condition que 2A plus 2B soit non nul, ça nous en fait 3, du coup. Et avec la trace, on pourrait trouver la dernière. Et comme la trace de cette matrice fait 4A, la dernière valeur propre, c'est forcément 2A moins 2B. Voilà. Bing, on a fait un exo de MP étoile en quelques minutes. Alors, nous voilà confrontés au dogme de la diagonalisation classique. Alors, tout ce que je déteste. Alors, ce dogme est basé sur une propriété qui est intéressante. Hein. Lambda est une valeur propre d'une matrice. Si et seulement si le déterminant de A moins lambda IN est nul, alors on a accès à cette propriété-là en dimension 2 dans toutes les sections, et en dimension supérieure ou égale à 3, j'imagine en MP, PCSI, machin, tout ça. Par contre, on a accès au rang dans toutes les sections, et donc on peut toujours procéder par le rang de A moins lambda IN strictement inférieur à N. Alors dans certaines sections, on voit avec dédain le rang par rapport au déterminant en disant « Ah, le déterminant c'est tellement mieux, blablabla. Bla, bla, bla. » En fait, le fait est que c'est plus compliqué de calculer avec le déterminant qu'avec le rang. Je comprends pas pourquoi il y a cette discrimination envers le rang. C'est très bien le rang, franchement c'est top. Ça a le mérite d'être simple et plus rapide à calculer qu'un déterminant. Enfin bref, donc cette propriété-là, bah, mine de rien, elle est top quand même. Elle est juste mal utilisée. Elle est mal utilisée parce que systématiquement en France, depuis 30 ans, dans toutes les filières, quand on veut diagonaliser une matrice, genre une petite matrice 3-3, on a dû la faire à un autre moment dans la vidéo, ça se fait en 3 minutes, un truc comme ça. Eh bien, systématiquement, sans réfléchir, en fermant les yeux, on va demander aux gens de faire des calculs bourrins en passant par là. Du style, commencer par écrire la matrice, alors pour que ça soit accessible à toutes les sections, je vais faire le calcul avec le rang, mais ça serait le même bins avec le déterminant. Donc commençons par écrire le rang d'une matrice 3-3. Eh bien, on va donc recopier cette matrice-là, donc ça fait une première matrice à recopier. Ensuite, on va demander aux étudiants de faire des pivots de Gauss pour simplifier ce calcul de rang. Alors, un pivot de Gauss, ça se fait, hein. C'est déjà pas super fun quand il n'y a que des nombres dans la matrice, mais alors quand il y a des lambda en plus, je vous raconte pas, c'est assez horrible. Donc ici j'ai pris 1 comme pivot, et heureusement dans cette matrice j'ai un nombre un peu sympa. J'ai pris le 1 pour me débarrasser du 2 et du 4 moins lambda, ça donne ces opérations-là. Ouh, celle-là, la ligne 1 moins 4 moins lambda fois L3, elle est pas cool. Hein. La preuve, regardez la gueule que ça donne à la ligne. Remarquez que ça complique. Hein. Là on avait 3 lambda, maintenant on en a là, et là on a du lambda 2. Top. Alors j'ai même dû faire un calcul intermédiaire, puis je me suis vautré quand j'ai fait mon tableau, pour le calculer correctement ce truc-là.
Alors, ok, bah, on fait un pivot. Alors, remarquez qu'on a deux opérations sur les lignes à faire. Ok, je fais mon pivot. Alors, la stratégie habituelle, ou en tout cas telle qu'elle est enseignée, c'est d'essayer de rendre la matrice triangulaire supérieure ou inférieure. Donc, donc là, par exemple, de faire disparaître ce truc-là en haut, et comme ça, on aurait une matrice triangulaire inférieure. Il y a même des gens qui s'amusent à échanger des lignes. Ah bah top, ça fait une matrice 3-3 à recopier en plus, encore plus de perte de temps. Génial. Alors là, on a eu un gros coup de bol, à mon avis, puisqu'en faisant des opérations comme ça, alors franchement, ces opérations, je veux dire, on n'a pas réfléchi, on a juste fait un pivot. Il n'y a pas de raison que ça donne une jolie simplification comme ça à chaque fois. D'ailleurs, je crois que je vais m'amuser après à essayer de voir si je peux trouver une matrice où c'est un peu plus galère que là. Là, coup de bol, bah, on a un nombre, on sent bien qu'on va arriver à le simplifier facilement celui-là. Mais moi, franchement, je me dis que c'est pas toujours comme ça, hein. Donc on va voir. Donc là, le fait est qu'on a juste besoin d'ajouter la ligne là au-dessus pour simplifier le nombre là. À mon avis, dans d'autres cas, peut-être qu'on a besoin d'ajouter avec des lambda et ainsi de suite, et ça peut compliquer les choses. Enfin, on va voir. On va voir. Donc le fait est qu'il faut faire un pivot supplémentaire. Et alors là, histoire de ne pas avoir à recopier une matrice 3-3, j'ai essayé d'être malin. Vous voyez qu'on a une colonne ici avec des 0 et des 1. Et bah clairement, le rang de cette matrice-là, ça sera 1 à cause de ce 1 là qui est isolé, genre on peut virer les nombres là, ils servent à rien, plus le rang de la sous-matrice. Et donc en étant un peu malin, ça me permet de réduire cette équation 3-3 à une équation 2-2 où on a juste pris le bout là, puisque le reste ne va plus intervenir. Donc déjà là on est un peu malin sur ce coup là. Ok, donc on fait l'opération, on fait un pivot supplémentaire, on a écrit ça. Une fois qu'on en est rendu là, eh bien ça y est, on a notre matrice triangulaire supérieure. On se dit, bah, si le rang est strictement inférieur à 2, c'est qu'elle n'est pas inversible. Si elle n'est pas inversible alors qu'elle est triangulaire supérieure, c'est qu'il y a au moins l'un des deux nombres sur la diagonale principale qui est nul. Donc ça veut dire qu'on a ça ou ça. Et bing, on arrive à une résolution de polynôme. Alors, le truc qui est cool dans cette résolution-là, qui est arrivée ici, mais je suis pas sûr que ça se passe toujours comme ça, c'est que, ouf, on a un polynôme du degré 1 et un polynôme du degré 2. On sait faire. Moi, la peur que j'ai avec cette méthode-là où on fait ça sans réfléchir, c'est qu'un jour, on arrive à un polynôme de degré 3. Et alors là, bah, accrochez-vous les gars. Hein, à mon avis, ça ne marche qu'avec certaines matrices, ce truc-là. Faut pas croire que cette méthode-là est générale et qu'elle permet de diagonaliser toutes les matrices. Non, 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 non. Elle permet de diagonaliser que les matrices un peu comme dans la méthode moderne de diagonalisation, où on peut trouver toutes les valeurs propres sauf une, ou alors éventuellement où on peut trouver toutes les valeurs propres sauf deux. Mais si vous n'arrivez pas à en deviner une, vous n'y arriverez pas avec ça. Enfin bref, une fois qu'on est rendu là, bah, il faut quand même résoudre un polynôme du second degré, et donc ça donne ça. Et donc à la fin, ouais, ça y est, c'est bon. On a trouvé les valeurs propres de la matrice. On est sûr qu'il y a 3 et il y a 5. Mais alors, waouh, on a taffé, hein, dis donc. On a écrit 1, 2, 3, 4, 5 matrices et fait une résolution de polynôme en plus. Puis alors, c'était fun, hein. Waouh, qu'est-ce qu'on s'est éclaté à faire ça, hein. On a fait des petits calculs faciles. Ouais, pas tout à fait en fait. Et donc, bah ouais, cette méthode, elle est gore, elle est monstrueuse parce que, bah, il y a des milliards d'opportunités de se planter, genre du style, vous vautrez un peu dans un calcul, ah c'est mort, faites une erreur là, c'est mort, une erreur là, c'est mort, une erreur là, c'est mort. Voilà. Et puis si vous vautrez sur les valeurs propres, je vous raconte pas la recherche de vecteurs propres après, hein. Donc elle est monstrueuse cette méthode parce que non seulement elle est longue, en plus elle est technique, elle est difficile, et il y a des milliards de possibilités de se vautrer au niveau du calcul. Alors, ça veut dire que dans les étudiants, il y en a 3 sur 4 qui n'y arrivent pas. Ils sont bien, hein, les étudiants, ils font preuve de bonne volonté, ils sont courageux, mais c'est monstrueux de faire ça. Donc il y en a 3 sur 4 qui n'y arrivent pas. Et donc typiquement, en salle les profs, on se dit, ah ouais, ils n'y arrivent pas, ah, ils bossent pas assez, ouais, ouais, oh, ils travaillent pas, blablabla. Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est juste la méthode qui est pourrie. Les étudiants, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'on leur donne, et ça, c'est juste une méthode pourrie. Voilà, donc j'infligerai pas ça à mon pire ennemi. Mais comme tout le monde fait comme ça en France depuis 30 ans, et que bah tout le monde imagine que c'est la seule façon de faire. Voilà. Et les autres méthodes sont vues avec dédain. Mort de rire. Voilà, voilà, voilà. Donc ça c'est juste la première partie du dogme classique. Après bien sûr, il va falloir trouver les vecteurs propres qui vont avec ça.
On a 3 vecteurs propres à trouver. Et bah vous savez quoi? C'est parti pour 3 résolutions de système pour les trouver. Ah et sinon, là en plus on a été un peu malin pour le faire. Hein. D'habitude ils font pas comme ça, hein, faut pas croire. Non, non, ils gardent leur matrice 3-3 du début à la fin. Donc voilà, si vous voulez perdre plein de temps en concours, faites comme ça. Alors on va s'enfoncer encore un peu plus profondément dans l'horreur en appliquant le dogme de la diagonalisation classique à cette matrice 3-3 ici, qui a l'air de rien, là. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 1, mais qui fait partie en fait des matrices complexes, compliquées à diagonaliser. Alors en fait on peut remarquer que la somme des nombres sur les lignes étant tout le temps égale à 6, lambda égale 6 va être valeur propre. Mais en fait, c'est la seule valeur propre simple. Les deux autres, elles sont assez horribles avec des racines ou avec des nombres complexes. Et donc, elle est un peu difficile à diagonaliser par la méthode moderne. Alors, on va regarder ce que donne la diagonalisation classique sur cette matrice-là. Bon, bah, on fait comme d'hab, hein. On met des lambdas sur la diagonale principale. On veut que le rang soit strictement inférieur à 3. Donc, bah, on va faire comme les profs. On va faire un pivot avec ça. Ah, c'est déjà moins fun. C'est déjà un 2 et puis un 1. C'est pas beaucoup plus compliqué qu'un 1, un 2. Et bah pourtant, ça complique les calculs parce que si on veut pas avoir des divisions par 2, va falloir qu'on multiplie les autres lignes par 2. Donc on va faire 2 fois la ligne 1 moins 1 moins lambda fois la ligne 3, 2 fois la ligne 2 moins 3 fois la ligne 3. C'est ce qui est écrit là. Ça donne des calculs pas fun et d'ailleurs je me suis vautré, c'est la deuxième fois que je fais la vidéo. Là, ça devrait être bon. Donc, bon, bah, on fait comme on peut, on calcule comme on peut, et ça donne ce truc-là. Ouh, pas cool. Remarquez que là, on n'a pas le coup de bol qu'on a eu tout à l'heure, avec des trucs qui se simplifient bien en faisant une simple addition. Non, on a deux polynômes un peu moisis qui ont pas l'air d'être copains. Hein. Ouh. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait après? Ah ouais, on peut faire son truc là. On peut se ramener à une matrice de 2 puisque finalement la colonne là va plus intervenir et ça va faire diminuer ça de 1. Donc ça revient à dire cette matrice là de 2. Ah ouais, et après je fais quoi? Je fais quoi comme pivot sur cette matrice là? Ça a pas l'air très beau. Hein. Et donc bah ouais là, accrochez-vous les gars. Hein. Moi je vois pas ce qu'il faut faire. Là. Mais alors vraiment, vraiment, vraiment pas. Alors bah du coup pour les pivots de gauche c'est un peu mort. Alors bon bah on peut peut-être se rappeler que ça c'est une matrice de 2 qui est pas inversible parce qu'on son rang est strictement plus petit que 2, donc ça revient à dire que son déterminant est nul. Ah ouais cool, on peut avancer. Et le déterminant c'est ça fois ça moins ça fois ça et ça doit être nul. Ça fait ça. Ouais. Ah ouais mais ça c'est un polynôme de degré 3 les gens, il y a du lambda 2 et du lambda là. Ah ouais mais un polynôme de degré 3 je sais pas le résoudre moi. Bon, il y a bien des méthodes, hein, méthode de Cardan, machin, tout ça, mais on fait pas ça en prépa, c'est juste horrible, hein, humainement parlant. Eh ben, on sait pas résoudre ça. Ah bah vous êtes coincé, hein. Alors bon, bah dans ce cas-là, on va vous dire ah ouais, mais c'est parce que t'as pas assez de pratique, que t'as pas trouvé les bons pivots, t'as pas fait ce qu'il fallait. Si t'étais plus fort, ça serait passé sans problème et tout. C'est parce qu'il faut que tu travailles plus. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est parce que la méthode est pourrie en fait. Alors, mon vieux prof de MP étoile, je me rappelle avec nostalgie, il nous disait bah pour diagonaliser, l'important c'est de trouver une valeur propre évidente. Et il était d'une grande sagesse. Hein. Bah ouais, trouver une valeur propre évidente. Pourquoi? Bah parce que si on a une valeur propre évidente, on peut utiliser la théorie des polynômes là. On sait que quand on a une racine d'un polynôme, on peut le factoriser par lambda moins la racine. Et donc, bah voyons voir, tout à l'heure on avait dit 6 c'était racine évidente, alors ça fait quoi? Si je balance lambda là-dedans, ça fait 19 fois 19 moins. Là on va obtenir 5 moins 36 plus 12, ça fait 17 moins 36, ça fait moins 19. Et là, moins 7 moins 12, ça fait moins 19. Ouah, coup de bol, ça vaut 0. Ouf! Et bah du coup, notre polynôme là, on sait que ça fait lambda moins 6, et puis bah là, faut s'amuser à le factoriser pour obtenir un polynôme du second degré. Et puis après, bah faudra via la mise sous la forme canonique ou via le discriminant que les étudiants adorent, trouver les racines de ce polynôme du second degré là. Et donc, il était plein de sagesse, il avait raison, il faut effectivement trouver une valeur propre pour diagonaliser les matrices 3-3, sinon on peut être super coincé.
Alors, il nous avait dit ça, et c'était super cool, mais par contre, remarquez que c'est tard ici pour se demander, il n'y aurait pas une valeur évidente de ce polynôme-là, parce que quand vous voyez la tête du polynôme, vous avez envie d'essayer 0, 1, moins 1, 2, moins 2, 3, moins 3, 4, moins 4, 5, moins 5, 6. Ah, ou 6, ça marche. C'est long, hein. Et donc en fait, l'être humain fonctionnant bien avec son cerveau et avec ses yeux, il faut essayer de la trouver le plus vite possible, le plus tôt possible, en amont, la valeur propre évidente, si vous voulez pas galérer. Et on va voir comment la méthode moderne utilise ce renseignement pour simplifier à donf ce calcul-là qui est monstrueux. Faut pas faire comme ça. Et donc bah ouais, nous on avait vu que, ah ouais, je fais la somme sur les lignes, ça fait 6, bam, 6 c'est valeur propre, vous avez vu, ça marche d'enfer, hein. Ouais. Alors une autre possibilité, ça aurait été de regarder là, je sais pas, peut-être qu'on aurait pu faire, je veux dire, c'est plus facile peut-être. Les yeux humains fonctionnent bien avec les tableaux de nombres, on arrive à trouver des choses. Enfin bref, ouais, il faut trouver ici une valeur propre évidente, sinon on s'en sort pas. Comme quoi, c'est pas automatique, hein, en faisant n'importe quoi, qu'il y ait une simplification magique qui vous sauve la vie, hein. Non, 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 si vous faites cette méthode-là en fermant les yeux, sans réfléchir, eh ben vous allez être coincé après. Cette méthode-là, elle rend les gens faibles. Parce que les gens se lancent dedans sans réfléchir, en appliquant des calculs automatiquement. Ils ont débranché leur cerveau. Ça rend faible cette méthode-là. Ça ne développe pas l'intuition, la créativité et ainsi de suite. Ça fait juste faire des calculs bourrins aux gens. C'est une méthode que j'infligerai pas à mon pire ennemi. Mais bon, on fait ça en France depuis 25 ans. À tout le monde. Ok, ok, ok. Dans la suite, on va peut-être voir comment on pourrait faire ça de manière plus intelligente. Alors commençons par considérer le cas particulier des matrices 2-2. Ce qui est cool avec les matrices 2-2, c'est que dans toutes les sections, on a accès aux déterminants. Donc bon, bah bien sûr, on peut résoudre avec le rang ou avec le déterminant, mais là, le déterminant, c'est quand même vachement plus cool. Et alors, il se passe quelque chose de spécial sur les matrices 2-2. Vous vous rappelez que j'ai dit que plus la matrice est grosse, plus elle est simple, parce que sinon on n'y arrive pas en prépa. Et bah, plus elle est petite, plus ça peut être compliqué du coup. Alors regardez la matrice là. 1, 2, 3, 4. Et bah celle-là elle est sympa. Genre si j'ajoute 1 ici, j'ai 2, 2, 4, 4, ça a l'air cool. Effectivement, alors ajouter 1, ça revient à prendre lambda égale moins 1. Et bam, on trouve directement une relation sur les colonnes, donc on a trouvé valeur propre, vecteur propre, trop cool. Et avec la trace qui vaut 4, si on a moins 1, on sait que la deuxième c'est 5. Et donc si je mets 5, ça fait moins 4, 2, 4, moins 2. Ah bah facile, il suffit de faire ça, plus 2 fois ça, et bing, on a trouvé. Hop, diagonalisé en 1 minute et demie, allez, je vais vous le faire en 1 minute et demie. Ah ouais, et si on met 1, 2, 3, 4 comme ça à la place? Et ben là, ouh, vous pouvez essayer de trouver des relations hein, sur les colonnes et ainsi de suite, mais vous n'en trouverez pas. Hein. Alors, et ben dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Alors la stratégie habituelle dans la méthode moderne de diagonalisation, c'est que on essaye de trouver une valeur propre évidente en 5 minutes. Si jamais on ne trouve pas en 5 minutes, on passe à autre chose pour la raison que je vais expliquer après. Alors, remarquez qu'on essaye de trouver une valeur propre évidente pour une matrice 3-3. On doit en trouver 2 pour une 4-4. On doit en trouver 3 pour une 5-5. L'idée, c'est que il faut pas qu'il nous reste plus de 2 valeurs propres à trouver. Parce que ça a une complexité équivalente à la résolution d'un polynôme du second degré. Si on a au moins 3 valeurs propres à trouver, ça donne du troisième degré, comme tout à l'heure, on n'y arrive pas. Donc dans le pire des cas, il faut qu'il nous en reste 2 à trouver. Bon bah avec une matrice de 2, de toute façon, au pire, on en a 2 à trouver. Et donc bah qu'est-ce qui se passe quand on trouve pas au bout de 5 minutes? Et bah dans ce cas, on se fait une raison, on se dit bon bah ok, alors je vais résoudre avec l'équation là, mais uniquement après avoir cherché, hein, pas directement les gens. Donc bah du coup, on se dit ah ouais, probablement que je suis dans le cas compliqué des matrices. Et donc bah on envoie le lambda dans la matrice, on regarde le déterminant, on fait ça fois ça moins ça fois ça, bing, ça donne ce polynôme là. Ça donne ça, oulala, il y a des 33 cas. Et là, eh ben, on comprend pourquoi on n'a pas trouvé des valeurs propres évidentes. Vous avez vu la tête des valeurs propres? Impossible de trouver avec l'intuition un truc comme ça. Il y a des racines de 33. C'est horrible. Et donc voilà pourquoi dans la méthode moderne de diagonalisation, on ne passe jamais plus de 5 minutes à chercher des valeurs propres au début. Hein, et puis bon, bah, avec une matrice de 2, on sait qu'on peut être amené à tomber sur ce cas-là. Alors faut pas se leurrer les gens.
Ce cas-là, il peut aussi se produire avec les matrices 3-3, 4-4, 5-5, 6-6. En fait, ça se produit quand il vous manque deux valeurs propres. Parce que quand il nous en manque une, avec la trace, on trouve la dernière. Hein, vous voyez ici, j'en ai trouvé une, hop, trace, je trouve la deuxième. Quand il en manque seulement une, on peut faire la trace. Mais quand il en manque deux, on peut pas. Et donc quand il en manque deux et qu'on trouve absolument pas, ce qui est possible parce qu'il est possible que vous ayez un couple de valeurs propres pourries qui se compensent comme ça, et ben il faut absolument en passer par là. Et donc ce cas particulier qu'on voit sur les matrices 2-2, et ben il se généralise aux matrices 3-3 et 4-4. Et c'est ce qui permet à la méthode moderne de s'en sortir dans le cas compliqué des matrices 3-3, 4-4, NN, quand il manque deux valeurs propres, alors que la méthode classique se casse royalement la figure. Mais on va voir ça dans la vidéo qui suit. Alors, la méthode moderne de diagonalisation permet de diagonaliser toutes les matrices dans le cas compliqué où il manque de valeurs propres. Alors, comment on fait? Eh bien, quand on a une matrice de taille supérieure ou égale à 3, eh bien, il faut trouver des valeurs propres évidentes. Et donc là, avec la technique la somme sur chaque ligne fait 6, on essaye lambda égale 6 et on voit que C1 plus C2 plus C3 vaut 0. Et donc on a trouvé une valeur propre et un vecteur propre. Donc ça veut dire qu'il nous en manque plus que deux, et donc grâce à cette méthode, on sait qu'on va arriver au bout. Alors, on n'a encore jamais utilisé le bénéfice numéro 3 de la technique qu'on a vue au tout début de la vidéo, et on va le voir maintenant. C'est-à-dire que non seulement on a trouvé une valeur propre, bénéfice numéro 1, on a trouvé un vecteur propre, le vecteur 1, 1, 1, qui va aller avec ça, bénéfice numéro 2, et maintenant on va voir le bénéfice numéro 3. Alors, comment on fait pour continuer? Parce que là, en gros, vous pouvez essayer de continuer à chercher une valeur propre évidente, ça vaut le coup, parce que si vous en trouvez une, vous tombez dans le cas simple des matrices diagonalisables, et avec la trace, on trouve la dernière, pof, diagonalisation en moins de 5 minutes. Mais le problème, c'est que peut-être que les deux valeurs propres qui restent sont super compliquées avec des racines, des noms complexes, des trucs horribles. Auquel cas, on peut ne pas les trouver. Donc du coup, on cherche que pendant 5 minutes une valeur propre supplémentaire. Quand on a cherché une valeur propre supplémentaire et qu'on n'a pas trouvé au bout de 5 minutes, c'est peut-être parce qu'on est dans le cas compliqué des matrices diagonalisables. Auquel cas, on va rédiger de la façon suivante. Alors, on va chercher une valeur propre différente de 6. Bah ouais, ça peut pas être 6, puisqu'on a déjà trouvé 6. On a calculé le rang de cette matrice-là. Vous voyez, si j'ajoute les deux colonnes là, à celle-là, elle disparaît. Les deux colonnes sont pas multiples, donc c'est de rang 2. Si c'est de rang 2, la taille de la matrice moins le rang qu'on a trouvé fait le nombre de vecteurs propres qu'on pouvait trouver. La dimension de l'espace propre, c'est 1. On ne pouvait pas en trouver d'autres. Donc du coup, on cherche d'autres valeurs propres que 6. Et on va utiliser ces équations-là, on ne peut pas faire autrement. Alors, dans toutes les sections, on peut utiliser le rang. Ça vaut pas le coup de prendre le déterminant. Donc, allons-y avec le rang, mais les moins lambda. Le rang doit être plus petit strictement que la taille de la matrice. Et c'est à ce moment-là qu'on utilise le bénéfice 3 de l'étude préliminaire qu'on a faite. C'est-à-dire que on a trouvé que pour lambda égale 6, C1 plus C2 plus C3 égale 0. Et donc, cette relation sur les colonnes-là donne de manière magique une opération élémentaire qu'on peut faire sur la matrice et qui va automatiquement simplifier la colonne sur laquelle on l'a fait. Essayons. Si je fais C1 plus C2 plus C3 sur ma colonne C1, je vais obtenir 6 moins lambda, 6 moins lambda, 6 moins lambda. Magique, regardez. 6, 6, 6 tout partout. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, j'aimerais bien diviser par 6 moins lambda, ça serait trop cool. On peut, puisqu'on a supposé que lambda était différent de 6. Donc on peut diviser cette colonne par 6 moins lambda qui est non nulle. Du coup, je vais mettre une parenthèse, ça me choque. Du coup, ça simplifie la matrice, on a 1, 1, 1. Et alors là, on a déjà un gain immédiat, c'est que là, on avait 3 lambda dans la matrice. On n'en a plus que 2. On a fait diminuer la complexité de la matrice. Et surtout, on se retrouve avec une colonne et une ligne sans lambda. Et donc on a envie de faire un pivot avec le 1, peut-être pour se débarrasser des 1 qui est en dessous, on soustrait en dessous, comme là. Ça fait apparaître des 0. On a déjà utilisé le truc qu'on a utilisé, à savoir que si le rang de ça doit être plus petit que 3, c'est que le rang de la matrice là doit être plus petit que 2. Et là on repasse en déterminant, et bam, on trouve un polynôme du second degré. Mais qui dit polynôme du second degré dit
bah, on sait le résoudre, soit par la mise sous la forme canonique, soit par les formules avec le discriminant. Et donc on trouve les valeurs propres. Alors j'ai plus trop de place sur mon tableau, donc j'ai un peu zappé une étape ici. Donc on trouve que les valeurs propres, c'est moins 3,5 plus ou moins i racine de 3 sur 2. Et donc bah, on a bien fait de faire ça, parce que c'était impossible à trouver par l'intuition, ça. Et comme quoi, une matrice 3,3 peut très bien avoir des valeurs propres super pourries. Hein. Regardez ce qu'on a là. Berk. C'est pas beau, hein. On n'a pas envie de travailler avec ça, mais c'est comme ça peut arriver. Et donc, dans le cas compliqué des matrices diagonalisables, celle pour laquelle il manque deux valeurs propres, les deux valeurs propres, elles peuvent être atroces. Et dans ce cas-là, la meilleure rédaction possible, c'est celle-là. Et donc, remarquez que notre étude préliminaire nous a permis de trouver un pivot à faire. On en a fait un, on n'en a pas fait trois, on n'a pas transformé la matrice en truc triangulaire, n'importe comment, et ainsi de suite. Non, non. On n'a fait que des calculs simples, gentils comme tout, on n'a pas de trucs monstrueux, et on arrive à un polynôme du second degré. Donc ça, c'est la bonne manière de faire. Alors bien sûr, ça marche avec les matrices 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, NN. Donc même si vous avez des matrices théoriques bourrées de lettres, ça marche. Alors pourquoi est-ce que ça marche? Eh bien c'est parce que quand vous faites une opération élémentaire comme ça sur une colonne, vous allez obtenir des polynômes ici sur la colonne que vous allez transformer. Sauf que si vous prenez la valeur que vous avez trouvée, la somme de les colonnes est nulle. Ça veut dire que si vous prenez cette valeur de lambda, vous allez trouver une colonne nulle. Mais ça veut donc dire que le lambda qu'on a trouvé va être racine de chacun des polynômes que vous allez obtenir sur la colonne que vous avez transformée. Et donc du coup que chaque nombre va être, on va pouvoir factoriser lambda moins la racine que vous avez trouvée sur toute la colonne. Donc en fait, cette chose-là, ça marche tout le temps. Pour toutes les matrices, ce bénéfice 3, ça marche. C'est pas un truc magique, un coup de bol. Non, non, ça marche tout le temps. Alors parfois, on trouve plusieurs vecteurs propres, plusieurs relations sur les colonnes. Et on peut les faire en parallèle pour peu qu'elles soient linéairement indépendantes et ainsi de suite. Il faut faire un petit peu gaffe. Mais on peut toujours utiliser le bénéfice 3 pour simplifier le calcul de rang et aussi le calcul de déterminant. Donc s'il y a des MP étoiles qui nous écoutent là les gars, ce qu'on vous explique là sur le rang, c'est exploitable sur le déterminant. C'est juste que sur le déterminant, vous allez pouvoir factoriser un 6 moins lambda, alors que sur le rang, on se contente de diviser, et ainsi de suite. Remarquez que cette façon ici de dire que lambda, on le prend différent de 6 parce qu'on n'a pas besoin de prendre lambda égale 6, et qui permet de simplifier la matrice dans le calcul du rang en divisant par ça, c'est assez malin aussi. Et donc ça, c'est la bonne manière de faire. Il faut faire comme ça. Ok, on va s'intéresser à la recherche de vecteurs propres maintenant. Parce que parfois, on a trouvé la valeur propre, mais il faut trouver les vecteurs propres qui vont avec. Alors, la technique qu'on va utiliser là exploite la présence de 0 dans les matrices qu'on obtient. Alors, prenons par exemple cette matrice A là. Alors, si on cherche ses valeurs propres, on peut être tenté de... pour rendre, vous voyez, si je mets un moins lambda sur la diagonale principale, je peux peut-être confronter les deux colonnes là pour les rendre égales, et donc peut-être utiliser lambda égale 3, ce qui donnerait la matrice là. Et avec lambda égale 3, oh belle surprise, on se rend compte que C1 égale C2, donc C1 moins C2 égale 0. On écrit toujours les relations d'un côté de l'égalité. Hein. C1 égale 0, C2 ça va pas, il faut tout mettre du côté gauche de l'égalité, ou du côté droit. On voit aussi que C1 plus C3 vaut 0. Ici, on a deux relations. Alors attention, les relations qu'on trouve, il faut qu'elles soient linéairement indépendantes. Hein. On ne peut pas faire n'importe quoi. Par exemple, si je fais ça moins ça, ou plutôt ça moins ça, on va trouver C3 plus C2 égale 0, ce qui est vrai aussi, hein, mais c'est pas linéairement indépendant des deux précédentes. On pourrait penser qu'on a 3 vecteurs propres. Non, 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 on en a trouvé que 2 en fait. Enfin bref. Donc là, on a déjà trouvé une valeur propre et deux vecteurs propres qui vont avec. Donc il nous manque une dernière valeur propre. On n'a qu'à utiliser la trace. La trace de la matrice de départ fait 11. Et on a trouvé 3 plus 3. 3 plus 3, ça fait 6. Pour faire 11, il faut que je fasse 5. Et si je fais 5, avec lambda égale 5, ça revient à retrancher 5. Ça me donne cette matrice-là. Et là, je vais devoir trouver un vecteur propre pour lambda égale 5. Donc on est pile poil dans la recherche de vecteurs propres. Et il y a un 0 dans la matrice, et donc on va pouvoir utiliser la présence de ce 0-là pour trouver le vecteur propre. Alors, la méthode bourrine pour trouver les vecteurs propres consiste à résoudre un système 3-3.
Et donc on n'a pas envie de faire ça parce que c'est encore une fois bourrin, trop long, super relou à rédiger. Non, on a envie d'utiliser l'astuce, l'intelligence, la vision humaine pour trouver rapidement notre vecteur propre sans souffrir. Et donc on va utiliser le 0 et on peut également faire ce raisonnement suivant. Est-ce que je peux rendre une colonne nulle? Bah non. Est-ce qu'il y a deux colonnes liées? Non, non, non. Ah bah du coup, il n'y a pas de relation de dépendance linéaire avec une seule colonne ou avec deux colonnes. Mais pourtant, ma valeur propre marche, donc elles sont forcément liées, ces colonnes. Ah bah ouais, mais du coup, ça veut dire qu'il y a une relation qui fait intervenir les trois colonnes. Ah, les trois colonnes, oh, c'est dur ça. Ouais, c'est dur, sauf que là, il y a un 0, donc on va y arriver sans problème. Bah, puisque ça fait intervenir les trois colonnes, on n'a qu'à prendre C3 déjà. Une fois C3, alors j'ai pris C3 parce qu'il y a un moins 3 ici. Si je prends C3, ah bah j'ai un moins 2 là. Bah pour le faire disparaître, vu qu'il y a un 0 ici, ma seule chance c'est de le faire disparaître avec le 2 là et faire 2 plus moins 2. Donc il faut que je prenne C1. Comme ça fait 2 moins 2 égale 0. Ah ouais, mais qu'est-ce que j'obtiens là? J'obtiens 1 moins 3, j'obtiens moins 2. Ah bah si j'obtiens moins 2, pour faire disparaître mon moins 2, il faut que je prenne 2 fois C2. Comme ça fait 1 plus 2, 3, moins 3 égale 0. Et regardons voir là, ça fait moins 1, plus 2, ça fait 1, moins 1 égale 0. Hop, on a trouvé. Voilà. Et donc, on a trouvé une relation de dépendance sur les colonnes sans résoudre de système 3-3 en moins d'une minute. Comment on a fait? Bah, j'ai pris la colonne là, puis à cause du 0, pour me débarrasser du moins 2, bah, je suis obligé de prendre cette colonne-là. Et une fois que j'ai les deux colonnes là de prise, bah, il suffit que je regarde sur les nombres qui restent et je trouve ce qu'il faut mettre sur la deuxième colonne et bing, on y arrive. Et on n'a pas résolu de système 3-3. Il faut pas faire ça, c'est trop bourrin, c'est trop long. Hein, le but des maths, c'est de faire les choses en s'amusant, en fun, des calculs légers, quoi, le moins possible. Ok. Et donc, ici, on a un exemple un peu plus hardcore. Il est un peu plus dur, hein, celui-là. Bon, elle est marrante à diagonaliser cette matrice-là, mais on va justement faire le cas qui nous intéresse, le cas de recherche de vecteurs propres avec la présence du 0. Hein, et donc, je vous dis que lambda égale 0 marche comme valeur propre. Si ça vous amuse, vous pouvez calculer le rang, il est strictement inférieur à 4, il n'y a pas de souci, ça marche. Et donc, comment est-ce que je fais pour trouver la relation sur les colonnes avec son espèce de présence du 0? Bah, on pourrait dire, j'arrive pas à rendre une colonne nulle, donc les relations avec une colonne c'est mort. Avec deux colonnes, tac, 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 il y a vachement de possibilités. Hein. Avec deux colonnes, bah non, c'est pas possible non plus. Et donc du coup, il y en a au moins forcément 3 au cas des colonnes. Oh là 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 là. Bah moi, ce que je vous propose, c'est on n'a qu'à prendre déjà cette colonne-là. C2. Bah si vous prenez C2, à cause des zéros qui sont là et là, vous n'avez pas le choix. Il faut forcément prendre 2 C4 pour éliminer ce 2-là, vu que notre but, c'est de trouver une colonne nulle. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve si on fait C2 plus 2C4? On trouve moins 4, 0, moins 4, 0. Ok, et alors qu'est-ce qui nous reste comme colonne? Il nous reste C1, 3, 0, 2, 0, et la colonne là, moins 4, 0, moins 3, 0. Alors, comment est-ce qu'on va bien pouvoir faire ça? Comment est-ce que je vais pouvoir faire un moins 4, 0, moins 4, 0 avec les colonnes qui me restent, que je vais écrire à côté? Il me reste la colonne là, et il me reste la colonne là. Alors, c'est un peu le système des merdes, hein, les gens. Hein. En fait, on pourrait toujours résoudre un système de 2 maintenant, puisqu'on se demande combien de fois la colonne 1, combien de fois la colonne 3, on n'a plus que 2 variables à trouver. Mais si on peut se démerder sans, on peut y arriver. Remarquez que si vous faites la somme des deux, si vous faites C2 plus C1 plus C3, vous trouvez moins 1, 0, moins 1, 0. Ah bah si je fais 4 fois ça, je trouve ça. Autrement dit, C2 plus 2C4, c'est égal à 4 fois C1 plus C3. Bingo, on a trouvé notre relation de dépendance sur les colonnes. Alors, on n'a pas utilisé que la présence du 0, on a fait du bricolage et ainsi de suite. On a utilisé un peu, on a regardé ce qu'on avait, on a utilisé nos yeux, notre intuition et ainsi de suite. Mais le but, les gens, c'est de faire vite et d'avoir bon. Et je vous rappelle qu'on sait rédiger ça correctement et nickel en une seule ligne pour vérifier que ça marche. Hein, je vous rappelle,
le vecteur. Alors là, par exemple, il faudrait tout mettre d'un côté de l'égalité pour trouver le vecteur propre qui va avec, puisqu'on a moins 4C1 plus C2 moins 4C3 plus 2C4, donc égale 0. Donc le vecteur propre qui va aller avec, c'est moins 4 fois la colonne 1, 1 fois la colonne 2, moins 4 fois la colonne 3, 2 fois la colonne 4. Vous avez vu comme c'est Zarbi? Bah, on l'a trouvé quand même, avec la présence du 0. Et donc la rédaction, ça serait, je prends ma matrice, fois ça, et oh surprise, bah, ça, on va trouver 0. Hein, vous pouvez vérifier que ça marche. Hein. Si je fais moins 4, ça fait moins 12, moins 15, plus 16, bah, ça fait 1, moins 1, 0, et ça sera pareil sur toutes les lignes, et ainsi de suite. Ok, donc la présence du 0, en fait, mine de rien, ça aide vachement quand on doit trouver des relations avec 3 colonnes, 4 colonnes, et ainsi de suite. Mais il faut qu'il y ait des zéros dans votre matrice, sinon c'est pas exploitable, forcément. Alors, la recherche de vecteurs propres peut s'appuyer sur une présentation judicieuse d'un calcul de rang, avec les pivots de Gauss et ainsi de suite. Mais alors attention, ça ne marche que si on calcule le rang en utilisant uniquement les colonnes. Si on utilise les lignes en plus, je promets rien. Je pense pas que ça puisse marcher. Enfin, peut-être dans certains cas, mais donc vaut mieux utiliser que les colonnes. Et donc l'idée c'est, prenons la matrice de tout à l'heure, celle avec laquelle on avait eu du mal à trouver des relations sur les colonnes avec la présence de 0. Et donc on pourrait s'amuser à calculer son rang. Alors son rang est strictement inférieur à 4 à celle-là. Alors comment on fait du calcul de rang? On fait des pivots de Gauss. Alors à savoir que chaque pivot de Gauss simplifie la structure de la matrice et permet à notre vision humaine de mieux comprendre ce qui se passe et de mieux y arriver. En fait, plus il y a de 0, plus il y a de structure, plus c'est facile pour nous les êtres humains. Et donc le choix du pivot, j'ai choisi de prendre ce moins 1 là, parce que comme ça en colonne, il y avait juste à se débarrasser du 2 là. Donc on fait la colonne 2 reçoit la colonne 2 plus 2 fois la colonne 4. Boum. Ce qui donne cette matrice là. On continue à matérialiser le pivot, mais on en prend un sur une autre ligne et une autre colonne. Donc par exemple ce 2 ici, pour faire disparaître le moins 4 et le moins 3, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Donc on va faire, on va l'ajouter 2 fois là, et là on va faire 2 fois la colonne 3 plus 3 fois la colonne 1. Ce sont les opérations qu'il y a là. Et donc ça nous amène à cette matrice ici. Et il n'empêche, vous voyez, un pivot, ça a amené plus de structure. Vous avez vu tous les zéros qu'il y a là? On se retrouve avec des nombres ici. Et un deuxième pivot, et tout d'un coup c'est blindé de zéros. Et oh, regardez, les deux colonnes là sont identiques. Donc du coup la colonne là est égale à celle-là. Et alors c'est là où la présentation judicieuse du calcul de rang va vous permettre de trouver une relation sur les colonnes. La présentation judicieuse, ça consiste juste à dire, quand vous modifiez la colonne 2 en lui ajoutant la colonne 4, vous obtenez une nouvelle colonne 2, donc vous rajoutez un prime. Et du coup maintenant, là c'est la nouvelle colonne 2 que vous avez. Et donc quand vous faites votre opération, ici, oh j'ai utilisé la nouvelle colonne 2, pas l'ancienne. Et donc là par contre, je remodifie, et donc je vais l'appeler la nouvelle colonne 2, celle-là. Et là, je modifie la colonne 3, ça sera la nouvelle colonne 3. Ce qui fait que ici, on a la nouvelle colonne 2, et là, la nouvelle colonne 3. Et donc, c'est L2 qui sont égales. Et donc, si on l'écrit et qu'on reporte, la nouvelle colonne 3, on l'avait obtenue en faisant 2C3 plus 3C1, ça donne ça. La nouvelle colonne 2, on l'avait obtenue en faisant la nouvelle colonne 2 plus 2 fois C1, c'est ça. Ah ouais, mais la nouvelle colonne 2, on avait fait C2 plus 2C4, donc c'était ça. Et du coup, si je me rends compte que j'obtiens une égalité entre mes anciennes colonnes du début. Et si je fais tout passer à gauche, eh bien on obtient cette relation sur les anciennes colonnes du début. Et donc mine de rien, en faisant ce calcul de rang, là le calcul de rang, comment dire, vous voyez, on peut virer le 3 avec le 2 qui est là, avec le 1 qui est là, on peut virer les nombres qui sont là, et donc on peut virer là. On voit effectivement que le calcul de rang vaut 3. C'est le premier bénéfice de ce calcul de rang. La matrice n'est pas inversible, donc lambda égale 0 marche comme valeur propre. Mais en présentant en plus comme ça, eh bien on peut trouver un vecteur propre puisqu'on trouve une relation sur les colonnes. Et comment? C'est impossible à partir de cette matrice-là, c'est trop compliqué. Mais après un pivot, elle est déjà plus simple. Après deux pivots, elle est sacrément plus simple et on voit tout de suite les relations qu'on peut trouver entre les colonnes. Et donc ça c'est un bon plan. Alors par contre il y a quand même des calculs, donc ça veut dire que c'est pas une méthode qu'on va mettre en œuvre en premier, mais peut-être une fois qu'on aura essayé les autres méthodes moins calculatoires avant.
Alors, quand on recherche des vecteurs propres et qu'on est désespéré et qu'on n'arrive pas à trouver via l'astuce ou d'autres techniques, eh ben, parfois on en vient à résoudre le système a moins lambda in fois x égale 0. C'est la toute dernière extrémité auquel on arrive. C'est cette méthode que prône le dogme classique de diagonalisation pour trouver les vecteurs propres. Et donc c'est du bourrin, systématiquement, sans réfléchir. Et donc voyons voir comment ils mettent ça en œuvre. Mais prenons cette matrice-là. Et donc supposons que vous ayez trouvé que lambda égale 5 soit une valeur propre qui marche auparavant. Et bien ensuite, le dogme classique va vous demander de trouver un vecteur propre pour la valeur propre lambda égale 5 en trouvant un vecteur propre. Et donc il va vous proposer de résoudre ce système-là. Alors, il faut faire donc A-5 fois la matrice identité. Et donc ça nous amène -1, 0, -3. Et donc il va falloir résoudre le système A-5 I3 fois x, y, z égale 0, 0, 0. Alors, je veux dire, ça marche toujours, cette résolution-là. On est sûr d'y arriver, à condition de ne pas faire d'erreur de calcul. Donc ça, c'est assez sympa, mais c'est bourrin, ça prend plein de temps, et c'est une horreur à rédiger sur sa copie. Vous imaginez des équivalences de résolution de système avec des pivots de Gauss, vous allez en avoir une page et demie. Donc bien sûr, on essaye d'éviter ça, mais quand il n'y a pas le choix, on est bien obligé de le faire. Alors, on est bien obligé de le faire, mais ça serait peut-être cool d'être un peu malin, histoire d'éviter de souffrir, quoi. Donc par exemple, évitez de résoudre votre système avec des lettres. Franchement, des lettres, il faut utiliser la notation épurée des systèmes. Notez que ce système-là écrit avec les lettres, c'est la même chose que ce système-là où vous avez écrit une barre de 0 après votre matrice A-5 I3, c'est le même. Sauf que là, on se tape pas les lettres à écrire, on se tape pas les égalités, il y a juste une barre, ça va beaucoup plus vite, et c'est beaucoup plus agréable pour l'œil humain de voir un tableau de nombres comme ça, que de voir des lettres dans tous les sens comme ceci. Donc ça, c'est la première erreur à éviter. Ensuite, en général, dans la méthode classique, je sais pas pourquoi, ils font résoudre complètement le système, mais ça sert à rien. On n'est pas venu pour résoudre des systèmes, on est venu pour diagonaliser une matrice. On a besoin de un vecteur propre, on n'a pas besoin de les trouver tous. Et donc la grosse erreur à ne pas faire, c'est à faire une résolution magnifique et complète du système et à trouver toutes les solutions. On s'en fout, on n'en veut qu'une. On veut une solution non nulle, donc ça, faut pas faire. Donc ça, c'est ce qui est fait dans le dogme classique couramment partout en France. Et donc, mine de rien, on peut quand même faire ça de temps en temps, ça sert, mais à condition de le faire intelligemment. Donc, notamment, surtout que la matrice A, elle est souvent écrite, souvent on fait A-5 identité pour essayer de trouver des relations sur une colonne. La matrice là est déjà écrite sur votre brouillon en général. Donc, coller une barre de 0 derrière, c'est super rapide. Alors là, c'est dommage d'avoir raté la possibilité d'utiliser la présence de 0 pour trouver rapidement des relations entre les colonnes. Mais bon, tant pis, si vous le voyez pas, mince, je résous le système, tac. Mais alors, voilà une manière intelligente de faire. Vous savez que lambda égale 5 marche. Si c'est une valeur propre, cette matrice n'est pas inversible. Si elle n'est pas inversible, elle est de rang strictement inférieur à 3. Donc du coup, là, vous avez 3 lignes, mais vous savez déjà que elles ne sont pas linéairement indépendantes. Il y en a une qui sert à rien. On peut peut-être en virer une. En fait, vous virez celle que vous voulez. Vous pouvez virer celle-là, puisque les deux là restent linéairement indépendantes. Ou vous pouvez virer celle-là, vous pouvez virer celle-là. Vous pouvez virer celle que vous voulez, là, d'ailleurs. Donc, moi, j'ai choisi de virer la dernière. Et du coup, ça fait un système vachement plus agréable à résoudre, puisqu'on a une ligne de moins. On a moins de taf. Donc voilà, on peut déjà intelligemment éliminer une équation dans notre résolution. C'est déjà moins de souffrance. Ensuite, on peut encore être intelligent parce que notre but, c'est de trouver une solution de ce système qui est non nulle. Regardez ce qu'on peut faire. Ça ressemble un peu à la présence de 0. On n'a qu'à fixer z. Si je fixe z, à cause du 0, c'est pour ça que je dis que ça ressemble à la présence du 0, ça me donne le x. X est forcément égal à z. Donc si je fixe z égale à 1, je vais pas prendre un nombre pourri, je vais prendre 1. Ça me donne x égale 1 aussi. Et si j'ai x et z, la ligne là me donne le y. Bam. Et donc du coup, je me rends compte que x égale 1, z égale 1, y égale 2, ça a l'air de marcher.
Bah du coup, si vous avez une solution, et bah en fait, ça vous donne un vecteur propre que vous pouvez reconvertir, puisque c'est la même chose en relation sur les colonnes, et du coup, sur votre copie, au lieu de rédiger une résolution de système toute pourrie avec des systèmes tout partout et ainsi de suite et des calculs abominables, et bah vous avez trouvé une relation sur les colonnes, vous avez juste besoin de faire comme on a l'habitude de faire, de dire 1, 2, 1 est un vecteur propre pour la matrice A, car vous faites A fois ce vecteur-là, vous allez trouver 5 fois ce vecteur-là, hop, basta, c'est fait, c'est prouvé, c'est nickel, il n'y a quasiment pas de calcul. Donc même si on fait des systèmes, moi je les ferai au brouillon, je les gribouillerai vite fait au brouillon pour trouver vite fait un truc qui marche, et sur ma copie, je rédigerai surtout pas de résolution de système. Bah non, vous allez en avoir 2 pages, c'est horrible. Et pendant que vous grattez 2 pages, bah vos camarades, bah en fait ils font 5 questions, puis ils intègrent bien, pendant que vous, bah vous intégrez ce que vous pouvez, quoi. Voilà, voilà, donc oui, résoudre cette équation-là, on le fait en dernière extrémité, et si possible intelligemment. Alors il y a d'autres techniques pour faire les choses intelligentes. Par exemple, quand on a des valeurs propres avec des racines ou des nombres complexes, on peut utiliser les conjugués, des trucs comme ça pour essayer de moins souffrir. Euh, mais, mais bon, ça fait partie des méthodes supplémentaires que vous verrez un jour si vous pratiquez. Alors, on a fait un tour d'horizon de la méthode moderne de diagonalisation. Vous avez pu constater que c'est fun, c'est amusant, on se marre comme quand on fait un sudoku, c'est rigolo, ça utilise les astuces, c'est sympa à rédiger, ça se passe bien, c'est léger en calcul, on s'en sort bien, et au bout de 5 minutes, c'est plié. Ça permet de diagonaliser toutes les matrices que la méthode classique permet de diagonaliser, et bien plus encore, des 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, n, n, avec des nombres, avec des lettres. Dès que c'est diagonalisable humainement parlant, on peut y arriver par cette méthode-là, simplement, gentiment. Cette méthode, plus on la pratique, plus ça entre. Comme d'habitude en mathématiques, il faut pratiquer, il faut faire, et vous allez sacrément progresser, et vous allez devenir des maîtres en diagonalisation assez rapidement si vous pratiquez cette méthode-là. Alors malheureusement, cette méthode n'est pas du tout enseignée en France, mais si vous partagez cette vidéo, si vous l'envoyez à vos copains, si vous la diffusez autour de vous, eh bien la connaissance va se répandre, et à un moment, on va réaliser que elle est super cool cette méthode, et on gagnerait vraiment beaucoup à enseigner de cette façon-là plutôt que le dogme de la diagonalisation classique. Notamment si vous avez des enfants, des petits cousins, des petites sœurs ou des petits frères ou quelqu'un que vous aimez bien qui va faire une prépa un jour. Si vous voulez lui éviter de souffrir atrocement en faisant de la diagonalisation classique, eh ben, diffusez cette vidéo. Envoyez-la aux étudiants, à la fac, en prépa, aux profs et ainsi de suite. C'est pas connu, cette manière de faire n'est pas connue. Et donc vous êtes quasi sûr de faire des heureux en diffusant cette vidéo. Par ailleurs, sur YouTube, sur la chaîne sur laquelle est disposée cette vidéo, eh bien, il y aura d'autres vidéos pour apprendre aux gens à faire des maths simplement, gentiment, de manière fun et ainsi de suite, de manière plus amusante et surtout d'être plus en réussite. Donc je vous encourage fortement à aller sur ma chaîne YouTube si cette vidéo vous a plu. Voilà, et à bientôt pour une prochaine vidéo.